Bon, je m'appelle Adener Samuel Di Milo. Je suis né le 5 mai 1925, Paris 12e, l'hôpital Rothschild. Et mon domicile, premier domicile, c'était au 22 rue des Rosiers. Ensuite, nous avons déménagé dans l'île Saint-Louis, au 10-12 rue des Deux-Ponts. J'ai passé toute ma jeunesse, depuis 1 an jusqu'à 17 ans, rue des Deux-Ponts. Dans cette maison blanche, qui était une maison, dans mes mémoires, je rappelle, c'était un kibbutz, puisque chaque famille, c'était des familles nombreuses juives, donc vous voyez, il y avait entre 4, 5, 6, 7 gosses dans chaque famille. Mais l'avantage que nous avions, comme disait mon père, on avait l'eau courante et des water personnels. En 1926, je ne sais pas si vous vous rendez compte, avoir des water à soi personnels et de l'eau courante. Vous ouvrez le robinet, vous aviez de l'eau courante. D'habitude, nous étions à l'hôtel au 22 rue des Rosiers. Vous aviez les WC dans les étages. Et puis de l'eau, il fallait prendre avec un broc, il fallait chercher de l'eau dans le palier. Donc ça, c'est des souvenirs. Et j'ai des souvenirs de jeunesse extraordinaires, puisque j'ai passé toute ma jeunesse justement dans l'île Saint-Louis. Nous étions 7 frères et sœurs, mon père et ma mère. Nous étions 9 personnes. On habitait à 3 pièces. Dans la première pièce, c'était dans les parents avec le dernier né, mon petit frère Zizi qui est né en 1937. Dans la deuxième chambre, c'était les sœurs, les filles. Et la troisième chambre, c'était nous, les garçons, avec des likages. Naturellement, vous voyez, dans 3 pièces, c'était des likages, mais enfin, on était très très heureux. C'était une maison extraordinaire, puisque, je vous explique, on rentrait les uns chez les autres, les camarades, puisque vous aviez, par naissance, vous avez des groupes comme ça. Ma sœur aînée, qui avait ses copains, copines. Ensuite, il y avait mon frère Salomon, qui était également un ami à Bulavko. Et ma sœur Berthe, qui était aussi, et puis ma génération, ensuite celle de mon petit frère qui suivait, etc. Donc vous aviez plusieurs générations dans l'immeuble. Et c'était, comment dirais-je, un immeuble gai. Vous aviez des familles juives pratiquantes. Chez nous, mon père était frim, hein, on était pratiquants. Chez mes voisins, pas du tout. Vous aviez... sur 50 locataires, vous aviez 48 locataires juifs, famille nombreuse, et 2 locataires non juifs, dont la gardienne, et mon copain Robert Berger, qui avait eu un petit appartement par Madame Alphen, qui était la propriétaire de l'immeuble. Donc ma jeunesse, que vous dire, nous allions de la rue des Deux-Ponts à l'école hospitalière Saint-Gervais, où malheureusement on a eu tous les ans, je rappelle, la journée de la déportation, nous faisons la cérémonie à l'école, où je rappelle à peu près 320 noms de mes camarades, frères et sœurs, mes camarades qui fréquentaient l'école, qui ont été déportés, qui ne sont pas rentrés. Et nous allions, je vous explique pourquoi nous allions, parce que nous n'allions pas en classe le Shabbat. C'était une école laïque, communale laïque, nos professeurs étaient des non-juifs, mais 99% des élèves étaient juifs. Le seul qui n'était pas juif, c'était le fils de la gardienne, le tombeur, qui était un copain à moi, qui n'était pas juif, qui était aux places hospitalières Saint-Gervais. Donc, si vous vouliez, le Shabbat, on n'allait pas à l'école. Par contre, le jeudi, on allait en classe. Mais on n'allait pas en classe, on nous amenait au bain-douche. Au bain-douche, rue Neuve-Saint-Pierre. Alors, quand on sortait, par exemple, une classe de 30 élèves, bon, il y en avait 20 qui resquillaient. On allait au cinéma Saint-Paul à cette époque-là. Le professeur, il cherchait, il manquait 20 élèves, on était rentré au cinéma, on resquillait. Bon, c'était un peu le jeudi libéral. Hein, c'était... Mais enfin, pour vous expliquer que toute mon enfance s'est passée ici, hein, dans le quartier. Je suis né dans le quartier, j'ai été à l'école dans le quartier, jusqu'à la guerre. Alors, si vous voulez, on va parler un peu des origines de votre famille, si vous voulez bien. De ma famille. Donc, mon père s'appelait Morka, ma maman Marja. Mes parents sont natifs de Pologne, originaires de Varsovie.
père et mère, originaires de Varsovie. Ma sœur aînée Charlotte, Sheva, Salomon et Berthe sont nés à Varsovie. Mon papa est venu ici en 1920, 19 ou 20, je me souviens plus très bien. À l'origine, il devait partir en Angleterre parce qu'il avait un beau-frère qui vivait à Londres. Comme il est arrivé passé par Paris, il est passé ici dans le quartier Saint-Paul, où il a été rue des Rosiers, Saint-Paul, sur le Platsel. Et là, il a rencontré les cafés, il a dit Mortray. C'était le nom de mon père, Mortray, c'est Mordechai, hein, Mardoché. Hein. Ils ont dit Mortray, t'es un farkman, enfin t'es un ouvrier, tu connais ton boulot, t'es maroquinier, mon père, hein, maroquinier. Et de là, il a rencontré les copains, et puis il a dit bah, t'as tout de suite du boulot, tu veux, il y a du travail. Bon, donc il a pris à l'hôtel la rue des Rosiers, il habitait, il a commencé à travailler, il a fait venir ma maman avec mes frères et sœurs, qui étaient tout petits. Donc ma maman et mon frère sont arrivés en 21, je crois, ou 22, ils sont arrivés à Paris. Moi, je suis le premier Adonner né en France. Samuel, le premier né Adonner, né en France. Et derrière moi, il y a eu 3 enfants encore, trois frères et sœurs. Donc si vous voulez, j'étais au milieu. Nous étions 7, j'étais le 4e, moi. Et 3 derrière. Et si on remonte dans l'histoire de votre famille, que vous disent vos parents de la vie en Pologne? Qu'est-ce qu'ils faisaient les grands-parents, etc. Mon grand-père maternel, il est resté jusqu'à la fin. Il avait une entreprise là-bas à Varsovie, de couvreur de toit. Hein. Donc, j'ai connu mon grand-père paternel en 1930. C'est un souvenir, j'avais 5 ans, parce qu'il est venu à Paris avec ma grand-mère pour le mariage d'un fils, ce qui veut dire mon oncle. Et je me souviens très bien, j'avais 5 ans, mais c'est un souvenir. Ce qui m'avait frappé, d'ailleurs j'ai une photo encore que ma tante du Canada m'a envoyée. J'ai une photo de mon grand-père qui était un frimeilli, ce qu'on appelle, vous savez, avec la veste en satin, avec tout. Et ce qui m'avait frappé, quand mon grand-père tuait, ça m'est resté, il avait un kyste là, mon grand-père. Ça m'est resté, j'avais 5 ans et jusqu'aujourd'hui je me souviens de mon grand-père avec son kyste. Il est venu en 30. Ensuite, ils sont repartis en Pologne, bon, et puis ils ont été exterminés également, là-bas à Varsovie. Et mes parents, je vous dis, mon père et ma mère sont de Varsovie. Mes grands-parents d'origine polonaise de Varsovie. Enfin, je sache, jusqu'à maintenant, les arrière-grands-parents, je n'ai pas connu, mais mes grands-parents, oui. Autant que vous sachiez, qu'est-ce qui avait décidé votre père à venir à Paris? Pourquoi il voulait partir de Pologne? Mon père était soldat du tsar. J'ai une photo, mon père est démontré, comme ça, hein, c'était soldat du tsar, il a eu une altercation avec un officier ou un sous-officier, là, toujours le mot juif, à ce moment-là. Et ce que j'ai appris, ce qu'il m'a expliqué et tout, il a mis un coup de poing à la gueule et puis il s'est tiré. Il est parti, il a déserté, quoi. Il est passé par Varsovie, parce qu'il était à Nijni Novgorod, je ne sais pas où il était là-bas, hein, parce qu'il disait, quand il venait en permission, il fallait 4-5 mois de chemin de fer, tellement ils étaient là-bas en Sibérie, je ne sais pas quoi. Et donc il est parti, c'est là qu'il s'est sauvé. Il est passé par Varsovie, et puis il est venu de Varsovie, il est venu à Paris. Donc c'était en 1920, c'est tout de suite après la Grande Guerre, quoi. Donc, et il avait fait la guerre du côté russe, mon père. Hein. Il avait fait. Parce qu'il était né en 87. Mon papa est né en 87. Donc en 14, il avait 18 ans, 19 ans, je ne sais pas combien. Bon. Et ce que je sais, qu'il est passé par Varsovie. Il a vu ma maman. Bon, ils étaient mariés, ils se sont mariés en, je ne sais pas en quelle année, avant de partir à l'armée, je ne sais pas. Et il est venu ensuite, il est venu à Paris, quoi. Il s'est sauvé de là-bas. Et puis je sais que là-bas, en Pologne, moi, du côté de mes grands-parents maternels, ça allait, quoi. Mais du côté de j'ai pas connu mon grand-père paternel spécialement. Je sais qu'il était très pieux. Hein. C'était une famille très très pieuse. Hein. Et puis, il est venu à Paris, je vous dis, il devait être en 20, je crois, en 1920, arrivé après la Grande Guerre, quoi. Donc vous êtes enfant, vous êtes scolarisé dans les années 30. Non, moi je suis scolarisé, j'ai été à la maternelle, déjà aux hospitalières. J'avais déjà 5 ans et demi, on m'a amené. Bon. Et ensuite j'ai fait toute ma scolarité à l'école hospitalière jusqu'à mon certificat d'études. De là j'étais
Aujourd'hui, ça s'appelle Couperin, ou Koura et première année complémentaire. Donc c'était la guerre déjà, 39. Enfin bon, c'était terminé pour moi les études. Hein, alors là, justement, on va parler un peu du contexte de ces années 30, avant la guerre, là. Hein, on va rester encore avant la guerre. Oui. Vos souvenirs d'enfance, vos souvenirs d'école, si j'ai bien compris, c'est des souvenirs de convivialité, hein, c'est ça? Merveilleux. Il n'y a pas de traces d'anxiété. Jusqu'à 17 ans, jusqu'à mon arrestation, je peux dire que malgré que les familles nombreuses étaient ouvrières, qui travaillaient dur, hein, mes parents ils travaillaient jour et nuit, mais ils étaient artisans. Moi, mon père avait une table, ce qu'on appelait maroquinerie, donc une table, mais moi j'avais mon berceau en dessous. Je dormais en dessous de la table de travail. Ma maman, elle travaillait la nuit, elle cousait les sacs. Il y avait des mômes. Elle descendait chez Père Leblanc, là-bas. En fin de semaine, elle descendait laver le linge au bord de la Seine, les lavandières, ouais, à genoux, puisque j'accompagnais ma mère. Pour avoir de l'eau chaude, il fallait donner 5 centimes. Et puis c'était la batteuse, vous vous rendez compte, il y avait 7-8 mômes, 7 mômes, les parents, vous vous rendez compte, il fallait... ma mère, je sais pas... mes souvenirs d'enfance, mes parents, ils ont toujours travaillé, ça, jour et nuit. Hein. Le seul jour où ils ne travaillaient pas, c'est le 14 juillet, parce que ça dansait en bas de chez nous, là, dans l'île Saint-Louis, hein. Il y avait des balles partout. Mon père, il chantait très bien, puisque le Shabbat, des fois, il chantait à la choule, comme Khazan, vous voyez, le cantor. C'était pas son métier, mais il aimait bien, hein. Il était... Et puis, une jeunesse que nous avions, bon, on était des mômes, on allait en bas des quais, on prenait des roulements à billes, on se faisait des patinettes, comme on voit, et des traîneaux. On vivait sur les quais, nous, hein, les gosses, hein, on avait de la place sur les quais. On allait à la baignade des chiens pour se baigner, les flics nous couraient derrière, on n'avait pas le droit, mais on le faisait quand même, hein. Je vous dis ça, des souvenirs d'enfants avant-guerre. Hein. Je me souviens que le 14 juillet, on faisait les courses de cerceau dans l'île, et les filles, c'était le concours de sourire, ou une course avec une cuillère et qu'un citron, et les filles couraient dans l'île Saint-Louis, et nous, on jouait au cerceau. On avait des cadeaux, enfin bref, c'était une ambiance extraordinaire, on vivait dans la rue. Vous vous rendez compte, quand nos parents nous donnaient 2 sous pour manger une glace, vous savez, les glaciers qui passaient dans la rue, et les chanteurs qui chantaient avec les accordéons, on leur jetait 2 centimes par la fenêtre. Enfin, vous voyez, c'était... j'ai un souvenir d'enfant, souvent, vous savez, je dors très peu, moi. Alors, souvent, je réfléchis, ma maison, d'abord, je rappelle beaucoup dans mes mémoires de la Maison Blanche, que j'appelle la Maison Blanche, et chez nous, des familles extraordinaires. Il y a eu des mariages, enfin, il y a eu des fiançailles, puisque je vous expliquais, ma sœur sortait avec son voisin du dessus, enfin, avec Marius. Enfin, il y a eu des mariages, quoi, entre nous. Hein. C'était terrible, hein. C'était une maison, je vous explique. Mes souvenirs de jeunesse, je n'ai jamais vu fermer à clé une porte dans l'immeuble. Enfin, c'est 2 immeubles, c'est 10-12, hein, rue des Deux Ponts. Hein. On allait chez les uns, chez les autres, et rentrait, la madame Widerman disait Schmil, enfin, à Kirchele, ce qui veut dire un petit gâteau, parce qu'ils faisaient les gâteaux, vous savez, avec le verre, comme ça. Et tous les vendredis matins, mes souvenirs, c'est quoi? Le vendredi matin, on entendait, c'était quoi ça? La carpe à la juive. Elle tapait, elle préparait la carpe dans les familles. Ils ramenaient de ça de la rue des Rosiers, des carpes vivantes. Et des poulets vivants. Il y avait un shoychet, ce qu'on appelait un qui tue les poulets. Dans l'immeuble, il descendait en bas dans la cour. Et puis bon, c'était... et puis les fêtes, quand c'était les grandes fêtes, Pâques, tout ça, on était habillés de nouveau. Hein. Chez nous, mon père, il tapissait avec du papier peint, il refaisait l'appartement. Je ne sais pas comment il prenait jour et nuit. Je sais pas, il travaillait jour et nuit, mes parents. Ils retapissaient. Et nous, les gosses, on était habillés tout neufs, hein, costume de marin et chaussures vernies. Et puis on allait chez Delhomme en face, le coiffeur. Ils payaient à crédit, mes parents. Vous voyez, ils payaient en fin de semaine, hein, chez le père Delhomme, en face. Qui nous a vu arrêter, il nous a vu partir, hein, malheureusement. Hein. Et si on évoque encore la vie sociale et culturelle, un peu dans votre quartier... La vie sociale, je vais vous expliquer. Quand nous sortions de l'école des Hospitalières Saint-Gervais, bon, il y a une partie, on allait chez Fleischmann pour faire la bar mitzvah. Moi, j'allais, comme mes parents étaient pieux, donc j'allais, en sortant de l'école, on allait au cours. Je suis là, et de là, on partait chez nous à la maison rue des Deux Ponts. Rue des Deux Ponts, il y avait un foyer de jeunes, dont il y avait, je vous expliquais, Lou Cadar et Lily Simon, qui étaient nos maîtresses. Et donc, on faisait nos devoirs, on chantait, enfin, on dessinait, on était
Enfin, on avait un foyer chez nous, en bas, avec tous les élèves, enfin plus ou moins, des petits, des grands. On avait une ambiance terrible. On nous donnait à goûter également. Tout ça, c'était offert par Madame Alphen, la bienfaitrice de l'immeuble. Et on avait une ambiance terrible jusqu'au soir. On voulait pas quitter le foyer. Quand il faisait beau, on jouait dehors, mais quand il faisait tout mauvais, on était à l'intérieur. On allait aux arènes de Lutèce, jouer à la balle prisonnière avec toujours nos maîtresses. On allait en bras des quais, on courait. Enfin bref, on avait une jeunesse, je peux pas dire une jeunesse extraordinaire, mais souvenirs d'enfance jusqu'à notre arrestation, c'est... Je me souviendrai toute ma vie, enfin, j'en parle d'ailleurs. Hein. C'est une maison comme chez nous, il y avait très peu de maisons. Vous vous rendez compte, 50 familles, vous pouvez dire à peu près 200, 180 personnes à peu près. Hein. Et on parle quelle langue dans cette maison, dans votre famille? Alors, nos parents parlent en yiddish, et nous, on les répondait en français. Bon, ma mère, quand elle était jeune, elle avait été au lycée, elle avait appris le français à Varsovie, parce que je vous ai expliqué, mon grand-père maternel était aisé, donc si vous voulez, ma mère, ma tante qui vivait au Canada et mon oncle, ils ont été au gymnasium à Varsovie. Vous vous rendez compte, c'est déjà une classe supérieure. Donc ma maman parlait, écrivait le polonais, le russe, le yiddish, le français. Elle lisait couramment en français, mais elle comprenait, mais mon père, c'est un Talmud Torah. Bon, lui, il a été, il a appris, mon père, il a appris étant jeune, hein, comme mon grand-père était très frime, donc lui aussi, puisque je suis descendant de Cohen. Hein, je suis Shmil ben Mordechai, un tzaddik à Cohen, ce qui veut dire, je suis Shmil, le fils de Mordechai, mon père, un tzaddik, ça veut dire un juste à Cohen. Bon. Et si on parle un peu aussi, parce que c'est aussi très important dans votre vie, de la vie religieuse de votre enfance et de la transmission. Je vous explique que la vie religieuse, j'ai des souvenirs, j'expliquais hier ou avant-hier, j'étais en conversation. Mes souvenirs sont extraordinaires, puisque je vous explique que mon père était très pieux, et comme un Cohen. Et ce qui m'est resté... quand c'était par exemple Pâques, je vous expliquais que il cherchait le Hametz avec la bougie, hein, vraiment, c'était tout propre, on était habillés peu. Et le soir du Seder, mon père était assis dans un fauteuil avec des coussins. Et les voisins venaient également, puisque dans l'immeuble, mon père c'était le chassil. Et donc, on s'endormait, nous les mômes. Hein, vous savez, j'ai encore un autre souvenir que dans la chambre de mes parents, mon père il faisait le vin. Il y avait une bonbonne, il mettait du raisin et du sucre, il mettait des petits trous. Il faisait le vin de Pessah, vous voyez, une année sur l'autre. Tout ça dans les 3 pièces, vous voyez, tout se faisait comme ça. Hein, et j'ai des souvenirs des fêtes chez... Formidable. Hein. Vous savez, quand on est môme comme nous, on vivait dans la rue, on était un petit peu des petits voyous, des tétis, bon. Mais quand on montait à la maison, le respect des parents, hein, c'était... Mon père, il faisait 2 fois, il tapait 2 fois, on avait compris, on était au garde à vous, là, on ne pouvait pas bouger, hein. Sinon on prenait une tarte vite fait. Hein. C'était... mais... Et ma maman... Vous savez, j'ai des souvenirs, des fois ça me revient... Quand ma maman, des fois, le Shabbat, elle allait se promener, elle allait faire un tour chez sa tante, vous savez, c'était beaucoup familial, hein, on avait chez les uns, chez les autres. Elle avait encore son corset, vous savez. Et moi, derrière, je tirais les cordons du corset à ma mère, hein, pour serrer tout ça. Vous vous rendez compte, ça se revient, ça, c'est des souvenirs qui me reviennent comme ça en parlant, en bavardant, hein, je peux dire, bon, ils n'étaient pas millionnaires, là, c'était des ouvriers, des artisans et tout, mais on n'a jamais rien manqué, on n'a pas crevé de faim, hein, ils travaillaient, je vous explique, ils travaillaient jour et nuit, et même s'il n'y avait pas à manger, on mangeait chez le voisin, ou bien, Magnélet, vous n'avez pas un peu d'huile, j'ai oublié d'acheter l'huile, bon, ben, c'était un kibbutz, quoi, vous allez chez l'huile, vous n'avez pas quelques morceaux dessus que j'ai acheté dessus, quoi. Dites-moi une chose, comment cette maison s'était-elle constituée? Qui avait été à l'origine de cette habitation? Alors, à l'origine, la bienfaitrice, c'est Madame Alphen, Monsieur et Madame Alphen, de la famille Rothschild, quoi. Hein, c'est une bienfaitrice. Et ils avaient, je crois, 2 ou 3 immeubles dans Paris. Et donc, on a été sélectionnés. Ils ont pris les familles ouvrières juives, qui avaient des familles nombreuses en général. La plupart, quand nous avons déménagé, on était déjà 1, 2, 3, 4. On était 4 enfants. Dans l'hôtel, je vous disais, où nous habitions rue des Rosiers, l'hôtel de Londres.
Et donc, puis la plupart des gens qui sont venus, d'autres habitaient de la rue de l'Hôtel de Ville, qui était délabrée et tout, qui avait aussi des familles nombreuses également, qui habitaient, vous savez, je sais pas si vous vous souvenez, aujourd'hui c'est le luxus, hein, la rue de l'Hôtel de Ville, c'est formidable, mais à cette époque-là, c'était des vieilles bâtisses dégueulasses, avec des rats comme ça, hein, il y avait de tout. Hein. C'était... bon, des familles aussi, les familles Galowski, Zelichevski sont venus aussi, ils avaient 3-4 membres, tout ça. Et par la suite, ça profilait. Hein. Il y a eu beaucoup de gosses ensuite par la suite aussi, puisqu'on avait, je vous ai expliqué, l'eau courante, les water à soie, tout ça. C'était le luxe. L'île de Saint-Louis, s'il vous plaît, hein, vous vous rendez compte? À cette époque-là, dans l'île de Saint-Louis, 1926, la maison a été construite en 26. Enfin, 25-26, on a emménagé en 26. Et alors, si on évoque un peu aussi les années 30, là, vous avez une dizaine d'années en 34-35, est-ce que vous vous souvenez de cette période troublée où un antisémitisme commence à vraiment s'installer? Je vous ai expliqué que chez nous, il y avait des grands. Hein. Il y avait mon frère Salomon, ma soeur Charlotte. Donc tous les jeunes étaient embrigadés. Hein. Ils étaient soit à la LICRA, soit à AJF, c'était l'association juive française, enfin, vous voyez, des jeunes. Et en fin de semaine, ils allaient se bagarrer avec les Croix de Feu, avec les Jeunesses Patriotes. Moi, je les suivais parce qu'on était beaucoup plus jeunes, mais on partait avec eux. Ils avaient, en bas au foyer, ils avaient 2 fois par semaine des réunions, déjà, vous voyez. Il y avait du LAFCO, il y avait toute l'équipe à ce moment-là, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Il y avait les frères Weingroff, des côtés costauds, les frères Goldstein, ils étaient une famille nombreuse là-dedans, il y a des frangins, il y en a qui faisaient de la boxe. Jojo Galowski, il était champion de Paris de boxe. Vous voyez ce que je veux dire? C'était déjà, étant jeune, on était déjà embrigadés là-dedans. Hein. Ils allaient se bagarrer avec les Jeunesses Patriotes, les Croix de Feu, c'était devenu même, ils donnaient rendez-vous, rue Vieille du Temple, aux gamins de Paris, il y avait tous les jeunes de la LICRA. Enfin, pas la LICRA, c'était à ce moment-là, l'ICA, à cette époque-là. Et à cette époque-là, en 30, justement, en 30, ça a commencé 30, 32, 33, quand il y a eu l'avènement d'Hitler, d'autres ne croyaient pas, d'autres croyaient. Bon, vous savez, quand on expliquait ce qui se passait avec les Juifs en Allemagne, beaucoup disaient, ah, c'est beaucoup de racontars, vous savez, comment c'était différent. Comme ils avaient leurs problèmes propres déjà en tant qu'ouvriers, puis ils commençaient aussi à avoir, il y avait du chômage, il y a eu une mauvaise période à cette époque-là. Je me souviens que mon père, il travaillait parce qu'il était artisan, quoi. Il avait toujours du boulot. S'il allait pas chez l'un, il trouvait du travail chez l'autre, enfin. Mais dans la maison, je sais que les chapeliers, les tailleurs, tous ils étaient souvent, c'était saisonnier, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ma sœur Charlotte, mon aînée, ma sœur elle était devenue chapelière. Elle travaillait 6 mois dans l'année. Le reste du temps, bon, il y avait les parents, bon, elle sortait, elle avait un petit chéri, bon, elle s'ébrouillait. Mais il y avait aussi des métiers saisonniers, beaucoup. Et si je pose cette question autour du milieu des années 30, c'est est-ce que dans cette enfance conviviale et joyeuse à l'école, par exemple, mais oui. Est-ce que dans l'ensemble de votre vie à cette époque, vous êtes témoin ou victime d'un antisémitisme explicite? Chez nous, pas spécialement, parce que moi, je vivais dans le milieu juif. Je sortais de l'école, on allait au foyer, on était chez nous, dans la maison. Bon, les aînés, bon, ils sortaient, ceux qui allaient déjà un peu danser ou quoi, ou qu'est-ce qu'allaient au bal, je sais pas. Il y a peut-être eu mais ils se laissaient pas, à cette époque-là, ils se bagarraient, hein, je vous explique. Moi, je sais qu'en fin de semaine, ils allaient même se taper, ils étaient organisés déjà, hein, ils descendaient avec les gars du quartier Saint-Paul, il y avait on les appelait les Polacs, hein, le quartier Saint-Paul, c'était les Polacs, et on avait nos copains qui étaient un peu rue François Miron, tout ça, nos copains nord-africains, il y en avait très peu, mais il y en avait quand même. Bon, on était bien, on descendait aussi, hein, il y avait les frères Benamou, tout ça, ils venaient aussi. Quoi. On vivait bien, quoi. Moi, je les appelle pas les pieds noirs, c'était pieds gris. Ils ont été à l'école avec nous, ils ont été élevés avec nous. Hein. C'est tout à fait différent. Hein. Il y avait pas à ce moment-là, on disait pas Eskenazi, c'est Farad. Bon, on connaissait pas hein, à cette époque-là. Est-ce que vous vous souvenez de l'année 1938, de Munich et des pogroms du 9 novembre en Allemagne? Oui. Mon père était catastrophé et puis. Chez nous, en général, tout se passait chez nous. Je vous expliquais pourquoi. Dans la salle à manger, il y avait un poêle chauffé au charbon, et derrière, il y avait une chaise derrière le poêle. Alors, tous les voisins, c'est celui qui arriverait le premier qui s'asserait derrière. Personnellement, ils fumaient la plupart. Hein, et c'était enfumé là-dedans. Bon, ils arrivaient, maman, ils faisaient un gloustaille, enfin un verre de thé, vous voyez, l'hospitalité. Et ils faisaient la politique.
d'avant-guerre jusqu'à 1942, parce que la plupart, ils avaient été soldats. Le père Selemanski, je me souviens, il avait fait la guerre en 1905 contre les Japonais, je sais pas quoi. C'est des vieux, hein. Ils disaient Fognet. Fognet, ça veut dire les Russes. Fognet, on leur a donné, et puis après, ils ont crevé de froid. Et puis, ils savaient hein, que la guerre, elle serait gagnée que par le froid. Mon père aussi, il savait. Il savait. Ils se réunissaient, ils avaient une carte avec des épingles, c'était tous un quartier général, là. Hein, c'était l'état-major jusqu'à la guerre. Ils prenaient Radio Moscou, pendant la guerre, je parle, hein, déjà. C'était quelle orientation politique, en général? La gauche. La plupart des camarades chez nous étaient communistes. Mes camarades qui ont été fusillés, mon beau-frère qui a été fusillé, étaient tous des communistes. Hein. C'était jeunesse communiste, la plupart chez nous. Il y a eu quelques SFIO, mais bah, on était élevés là-dedans. Hein. Pendant la guerre, enfin, il y avait même écrit sur les murs, il y avait des tracts, vive le petit père des peuples, Staline, vive l'armée rouge. Enfin, c'était déjà... ils étaient embrigadés déjà, hein, mes 3 camarades qui étaient en classe avec nous, les 3 frères en gros qui ont été fusillés, l'aîné a été caché chez nous déjà en 41 après. Il était recherché déjà hein, comme communiste. Il était caché chez nous en 41 déjà. Bon, ils ont été pris par la suite. Et puis mon beau-frère également, frère Fechner, Friedlander, c'est toute la jeunesse. Bon, ils étaient communistes, quoi. Chez nous, ils étaient dans la maison. Bon, on a retrouvé des tracts, bien sûr, quand ils sont venus nous arrêter aussi. Bon. Et est-ce qu'il y avait des gens qui étaient liés au mouvement sioniste, au pluriel, hein, aux plusieurs mouvements? Oui. Bah, je vous donne un exemple. Lou Kadar et Lili Simon, ils ont immigré en Palestine avant 1939. Seules qui étaient nos maîtresses, vous voyez. Et on apprenait toutes les chansons en hébreu, nous. Purim. Aujourd'hui, quand c'était Purim, Hanouka, et on fêtait toutes les fêtes juives également en hébreu. Et puis je me souviens avec ton môme, quand il y avait un goûter, on savait les oranges de Palestine, qui étaient comme ça à cette époque-là. Hein, bon, et puis elles, c'était des sionistes, ils sont partis comme des chaloutzot, hein, ce qu'on appelle les chaloutzim. On était dans l'ambiance déjà là, au foyer, oui. Bon, mais dans la maison, il y avait certainement, il y avait le mouvement des Shomerat Saïr. Henri Bulavko, c'est un des premiers, avec mon frère, il y avait Henri Rosenzweig, c'était tous des gars tout en étant sionistes de gauche. J'explique bien, hein, c'était pas... bien sûr, chez nous, oui, il y en a qui ont immigré hein, par la suite. Peu de temps avant la guerre, il y a 2 ou 3 filles et un garçon qui ont immigré en Palestine. Hein. À cette époque-là, c'était la Palestine. Et il y avait des bundistes aussi? Oui, sûrement. Le père Zelichevski, c'est un bundiste, lui. C'est un Litvak, ce qu'on appelle les Lituaniens, c'est un bundiste, lui. Bon, quand c'était la politique, ils se disputaient, hein, ça se passait tout chez nous. Hein. Mon père, je vous expliquais, c'était le juste. Ils n'arrêtaient pas, presque ils en venaient aux mains. Mon père, il était au milieu pour les séparer, quoi. C'était naturellement entre un communiste, un bondiste, et puis un sioniste et tout. Bon, ils étaient pas. Ça a toujours existé. Hein. Vous savez, on dit il y a trois juifs, il y a 3 présidents. Hein. Bon, bon, enfin, l'ambiance. Puis vous savez, en vieillissant, ça me mémore des trucs de môme, tout ça qui reviennent. Hier, j'expliquais, vous savez, dans chaque famille, il y avait des surnoms comme ça. Hein. Par exemple, la mère, on l'appelait Yushke Parer, ça veut dire, elle avait un parer, comment on avait dire, une tonsure, une tonte. Ouais. L'autre, on l'appelait Chavaleye Mkoubou, ce qui veut dire Chavaleye, c'était son prénom. Elle se coiffait avec une fourchette. Vous voyez, il y avait tous des surnoms. Le père, tu vois, on l'appelait le sous-marin parce que il rêvait, lui, il était un peu comme le capitaine Nemo, il voyait toujours des trucs comme ça. Fognet devait faire ça, prendre des sous-marins ou des avions volants. Vous savez, c'était tous des généraux. Hein. Je parle de ça puisque là j'étais un peu plus vieux, c'était déjà au début de la guerre, hein, surtout quand la guerre a été déclarée avec l'Union soviétique. Hein. Là, ils étaient très pris. Alors, parlons de la drôle de guerre, parlons de 1939, vous êtes à Paris. En 1939, nous avons été évacués, toute la maison chez nous, la rue de Pont, la plupart des familles, nous avons été évacués à Colleville-sur-Mer, ce qui veut dire la maison de la mer qui appartenait également à Mme Alphen, où nous allions en colonie scolaire tous les ans. Hein.
Et donc on est resté pendant un mois et demi. Ensuite, mon père était mobilisé à la défense passive. Mon frère Salomon, donc lui, travaillait dans une usine d'armement. Donc ils étaient restés, nous avec ma maman et puis mes frères et sœurs, les petits, on est partis là-bas. Mon père restait un peu, il est revenu, il fallait qu'il travaille, qu'il cherche. Vous savez, bon, et puis après, peu de temps après, je sais pas, au moins 2-3 mois, on est revenu. Donc ça commençait la drôle de guerre. Et commençait déjà, ils étaient inquiets déjà, hein, parce qu'on avait eu des nouvelles d'Allemagne, la Pologne était déjà, vous savez, ils avaient déjà occupé la Pologne, et comme on est originaire de Pologne, il n'avait pas de nouvelles, mon papa, ma maman, ils n'avaient pas de nouvelles de leurs parents, donc ça s'est commencé, dans la maison, ils étaient plus ou moins inquiets, bon, jusqu'en 40, il y a eu les lois, donc ma sœur Berthe allait au cours, un cours privé pigier, où je me souviens plus quoi, donc on lui a dit qu'il fallait un peu dégager. Alors ça se passe à Paris. Donc vous revenez de Colleville à Paris? Oui, à Paris, on revient à la maison, hein, la plupart des gens, on est resté le temps que ça se calme, vous voyez, l'évacuation, bon, on est resté, je sais pas, nous les jeunes avec ma maman, on est peut-être resté 2 mois, mon père restait 1 mois ou 6 semaines, il est revenu, il fallait qu'il travaille, il fallait qu'il cherche, bon, enfin bref. Et puis les aînés, ma grande sœur et mon frère, ils sont revenus parce que d'abord ils cherchaient du boulot, l'autre travaillait, bon, c'était différent, on est revenu. Mais l'ambiance commençait déjà à un petit peu détériorer. Et ce qui a tout déclenché, c'est l'attaque, quand il y a eu le déclenchement de la guerre avec l'Union soviétique. Alors là, ça c'est déjà... Et puis naturellement, quand il y a eu les lois juives, quand il a fallu ramener la radio, mon père était le premier, monsieur Adener, vous savez, c'est... premier à ramener la radio, il était très comme ça. J'ai oublié de vous dire que ma maman était reçue par Albert Lebrun le prix Cognac, ce qu'on appelle avec ma petite sœur Lisette, qui était une petite rousse. Donc le prix de la famille, hein, on était 7 mômes. Donc elle avait été proposée, je ne sais pas par qui, enfin quelqu'un sûrement, famille française, enfin on était tous français. Hein, parce que moi je suis né en France, donc déclaration souscrite, mes parents étaient naturalisés en 29, toute la famille. Hein. Pas ceux qui sont nés après moi, mais enfin, moi le premier né en France, j'ai été français par déclaration souscrite. Mon père, il y avait une loi de Laval à cette époque-là, c'est la loi de Laval, hein, qui donnait les enfants nés en France par déclaration sont français. Et mon père et mes frères et sœurs, les plus aînés, ont été naturalisés en 29. Et mon père était français, ma maman aussi, alors tu pensais reçu à l'Élysée, chez Albert Lebrun, avec ma petite sœur et tout. Vous vous rendez compte, ça fait les photos, les machins, dans la maison, Albert Lebrun, Madame Adener, machin, à l'Élysée, vous vous rendez compte? C'était tout ça, c'était en 37, 38, ouais, 30, ça devait être en 38, parce que Zizi est né en 37, alors ça devait être en 38. 7 gosses, quoi. C'est pas mal. Famille française. Est-ce qu'on est à la cassette, là? On peut peut-être changer. Alors parlons des lois anti-juives de 1940 et de l'attitude de votre père, peut-être, de votre mère également. Comment vivent-ils cette période? Ma mère était plus militante que mon père. Je vous dis que mon père était pieux. Hein. Shabbat, il était allé à la choule rue Pavée. Hein. Shabbat, il ne travaillait pas, mon père. Hein. Il travaillait la nuit, mais pas le Shabbat. Hein. C'était comme ça. Il n'était pas tout seul dans la maison et tout. Tandis que ma maman, elle était plus militante, comme elle lisait beaucoup de journaux aussi, et puis elle sortait plus souvent pour aller au marché, elle allait à Saint-Antoine, surtout rue des Rosiers pour acheter la viande. Ils faisaient cache-route à la maison, mais à ce moment-là, bon, c'était le quartier, puisqu'on traînait les filets, j'allais avec ma mère, parce que j'étais un peu au milieu, moi, hein, mes frères aînés et ma sœur commençaient à travailler, moi j'étais au milieu, j'allais à l'école, enfin encore... donc je vous ai expliqué que jusqu'à 40, donc j'étais au cours première année, cours A d'abord, et cours complémentaire première année, donc j'ai arrêté après l'école, parce que c'était la guerre, ensuite c'était déjà 40, ah, ça y est, j'ai arrêté, puis il fallait faire la queue aussi un petit peu, après l'occupation déjà, j'allais rue Saint-Antoine pour faire la queue avec mon petit frère, on faisait la queue avant que ma maman arrive,
pour avoir un peu de viande. Vous savez, c'était déjà les restrictions, ça commençait les restrictions. Et pour nous ouvrir 9 personnes, hein, puis il y avait le fiancé Marius qui était là, ça faisait 10 personnes en plus. Il y avait ce qu'il fallait, bon, à part les voisins. Et puis, donc, je vous ai expliqué que quand la loi est sortie, ma sœur Berthe, qui était au-dessus de moi, elle travaillait comme une cartonnière, mais elle étudiait, hein, elle voulait devenir secrétaire, je sais pas quoi. Bon, alors elle avait été inscrite dans un cours, et puis je crois on lui a fait comprendre, quand les lois juives sont arrivées, elle allait, je crois, c'était au boulevard Saint-Michel, boulevard Saint-Germain, dans un truc un peu semi-privé, je sais pas quoi. Ils l'ont fait comprendre comme juive, elle s'appelait Rebecca, hein, c'était pas courant, des prénoms comme ça, Rebecca Donner. Et puis bon, alors elle a arrêté, puis comme elle travaillait comme cartonnière rue Vieille du Temple. Bon, elle commençait à ramener un peu d'argent à la maison, hein. Il y avait de moins en moins de travail aussi. Mon père travaillait un peu moins. Bon. Et puis, est arrivé les lois comme ça. Donc, on avait des voisins, un qui était pas maître, je ne sais pas s'il était maître ou être assistant, je ne sais pas. Il avait été mis à la porte. C'était le fils Binder, qui était déjà une tête qui avait fait des études, qui était assistant, je ne sais pas quoi. Il avait été mis à la porte. Les lois comme ça. Et puis, est arrivé ensuite, la première loi est arrivée. Je ne sais plus si c'était en 40 ou 41, il fallait ramener les radios, les postes de radio, les TSF. Mon père a ramené tout de suite la radio. Justement, comment votre père l'a-t-il vécu? Quel a été l'impact de ces mesures? Mon père, il disait Miss Franzosen, on est des Français, en yiddish, hein. Il disait toujours, mon père, il avait son leitmotiv, c'était toujours ensemble, tout le monde ensemble, la famille, tout le monde ensemble, jusqu'à la dernière minute, hein. Ça a toujours été jusqu'à la fin. Ils sont partis au four et mon père... bon, enfin, la famille, c'était terrible, quoi. La famille, le juste, il était au milieu, il était comme ça. Jusqu'à la dernière minute, comme ça. Donc, mon père, il a dit, il faut ramener la radio. Ensuite, il faut... Après, qu'est-ce qu'on a eu après tampon juif, je ne me souviens plus. Enfin, tout ça, tout. C'est rien, faut, comment dirais-je, la République française est très, très français, très comme ça, hein. Il ne connaissait pas de Kinston, comme on dit, des combines, machin. Mon père était très, très droit. Il a dit, il faut ça, c'est la loi, on demande la loi, Pétain ou pas Pétain. Bon, naturellement, on prenait Paris-Londres, puisque les jeunes, déjà, nous, on écoutait déjà Londres. Eux, ils écoutaient Moscou, nos parents, vous voyez ce que je veux dire? Ils comprenaient le russe et tout, hein. Alors bon, papa, petit père des peuples, l'armée rouge, les Sovietski Soyouz, c'était Sovietski Soyouz, c'est l'armée rouge, quoi, voilà, les soviétiques. Ils vont leur donner. Ils connaissaient, ils faisaient déjà là-bas, là, avec les voisins. Oh là là, tous les soirs, c'était la réunion. Déjà, dès qu'il y a eu la déclaration de guerre avec l'Union soviétique, ils étaient tous les soirs à la maison et on faisait des plans, des plannings. Donc, mais ils ne croyaient pas encore, hein, on ne savait pas encore jusqu'au jour qu'on a eu le tampon juif. Et puis il y a eu cette rafle du 16 juillet. Enfin, je saute 1 an, 2 ans, donc ils sont très inquiets. Le travail est difficile. Mon père allait chercher du travail dans le 19e. C'était une maison italienne, Trapani, qui avait encore du travail, dont il donnait à mon père à travailler. Bon, il travaillait encore. Et quand est arrivé le 16 juillet, alors là, on a eu le Broch, nos voisins, le père Selemanski, parce que chez nous, il y avait des citoyens français, naturalisés, bien sûr, et d'autres qui étaient polonais ou indéterminés, beaucoup, hein, et quelques-uns, Selemanski, Smilianski, c'était des Russes, enfin... Et ils sont venus donc, le 16 juillet au petit matin, les flics sont arrivés. Ils n'ont pas pris, nous on était français, donc ils ont pris des familles polonaises, étrangères, il y avait des Hongrois, il y avait tout ça, des familles nombreuses, hein. Alors ils n'ont pas pris les enfants le 7 juillet d'abord. Ils sont partis avec les enfants, mais les jeunes, ils les ont lâchés, ceux qui étaient français. Pas tous, mais une partie sont
Yossi et Zaza, tout ça sont revenus. Bon, ils sont venus à la maison, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Et donc, il y a eu la rafle du 16 juillet. Ça, vous en êtes bien témoin. Vous-même, vous avez vu les flics Oui, venir. puisque le père Selemanski, il m'a dit, Schmil, Geiser Papyros. Lui, c'est un fumeur. Alors, il disait, va me chercher des cigarettes. Il n'avait pas assez de réserve de cigarettes. Toute la famille Selemanski. Et David, qui était français, mon copain d'enfance, il est sorti, il a réussi à sortir. Puis, quand il est sorti, il a dit, non, moi, je reste avec mes parents. Il est resté au Veldiv avec ses parents. Ils ont été déportés peu de temps après. Toute la famille Selemanski. Ils avaient une sœur qui était déjà en zone libre, mariée avec un non-juif. Donc, elle était déjà, cassée, quoi, sauvée. Et donc, je me souviens, et je les ai accompagnés, terrible, porter les flics, tout ça. Il y a un brigadier qui habitait pas loin de chez nous, il est parti. Hein, quand il a vu ce qui se passait, il s'est mis en civil. C'est devenu un grand résistant d'ailleurs, un brigadier dont son fils venait à l'école avec mon petit frère au Saint-Louis-en-Lille. Hein. C'est le seul, hein, tandis que les autres, bon, le père de l'homme, le coiffeur, tout ça, ils ont vu comment les matins, c'est le matin. Hein. Il faisait très chaud. Alors je vais vous raconter l'anecdote du 16 juillet. Ce soir-là du 16 juillet, j'ai dormi avec mon copain Boubou, Michel Langbert, qui est décédé il y a une vingtaine d'années. Le 16 juillet, donc, je dors avec lui, on tape à la porte. Sa mère était déjà décédée. Son père, il avait été pris à la rafle en 41. Vous savez, quand on a commandé les Polonais qui se sont présentés, qui ont été à Pithiviers-Bonne-la-Rolande. Donc, s'était présenté, soi-disant, une vérification de papier, s'est retrouvé là-bas déjà au camp à Pithiviers-Bonne-la-Rolande, son père. Et lui, il était polonais, mais né en France, quoi. Il avait la nationalité de son père. Donc, ils sont venus chercher Michel Langbert. Lui et moi, il habitait au premier étage. On a sauté du premier dans les bains-douches. Ce qui veut dire les bains-douches, il y avait les bains-douches en bas de chez nous. Au 10-12 rue des Ponts, il y avait les bains-douches. Et ils sont venus. Donc, il m'a dit, moi, je fous le camp, je m'en vais en zone libre. Je rejoins... il avait son frère qui était déjà dans l'armée anglaise, le frère aîné qui était dans l'armée anglaise. Hein, pas chez De Gaulle, mais l'armée anglaise. Et il m'a dit, tu viens avec moi? J'ai dit, d'accord. Je monte donc. Peu de temps après, d'abord, il monte, on prend un café, enfin tout ça, et puis il descend, il me dit, je t'attends, je prends un sac et on s'en va. Ils étaient venus le chercher, donc les flics sont partis, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont pris des autres familles, lui. Donc j'ai accompagné les gens, et au retour, avec Boubou, il m'a dit, écoute, on s'en va, je m'en vais en vol libre. Je monte voir, je vois ma maman. Je dis, maman, en yiddish, hein, je lui dis, je bénis mes parents de m'avoir appris le yiddish. Ça m'a sauvé la vie au camp. Je lui dis, maman, avec. Je m'en vais. Ma mère, elle me dit, bon, elle me donne un petit peu d'argent, ce qu'elle avait. Et puis, un truc de môme, hein, j'ai 17 ans. Hein, il faisait très chaud le 16 juillet. Qu'est-ce que je vais prendre un slip. Comme moi, je nageais beaucoup. À la piscine Pontoise, je jouais au water polo, enfin, avec Bouboule. Enfin, on était sportifs, tout ça. Et je vais prendre un slip. Mon père, il m'a dit, Schmilke, il m'appelait mon surnom comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, je prends un slip, papa, je vais aller à la piscine. Je vous ai dit qu'il était blabdouin, là. Et maintenant, tu bouges pas, tu restes ici, tu vas pas à la piscine, tu descends pas et tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la porte à clé, mon père. Alors je regarde ma mère, alors elle dit, mort, très bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai appris que mon cousin Germain s'est noyé 15 jours avant. Pas à la piscine, on ne sait pas où il s'est noyé, dans la Marne, on ne sait pas. Donc son neveu. Et alors il a eu peur, mon père, sûrement pour moi, il n'a pas voulu. Donc Boubou est parti, je me suis mis à la fenêtre, j'ai dit Boubou le Foulcan, il est parti, donc il a rejoint la France libre, quoi. Il était marin, chasseur à Dick, et son officier, c'est l'amiral de Gaulle. Quoi ça tient? À quoi ça tient, moi? Et moi, 2 mois après, on était arrêtés et déportés. Lui, il a rejoint les forces françaises, Bouboule. Il était chasseur à Zik. Et moi, à cause d'un cible, c'est des souvenirs terribles. Hein. Je suis papa, Babou. Puis une fois qu'il avait dit, tu restes ici, c'est terminé, il ne discute plus. Hein. Et je suis resté et je me suis mis à la fenêtre, j'ai dit à Boubou, tire-toi, je ne peux pas venir avec toi, c'est terminé. Alors, avant le 16 juillet, il y avait eu des rumeurs. Est-ce que vous aviez été au courant de ce qui se préparait? Nous, non. Peut-être des voisins, nous, non. Nous, on n'était pas... Non, nous, on n'était pas au courant. Peut-être des voisins ont été avertis, mais nous, spécialement, non, parce que
La plupart que les flics sont venus chercher le 7 juillet, la Persemanski, Smienianski, Binder, Paviorek, qui étaient français. Enfin, ils ont pris chez nous, dans l'immeuble, à peu près une dizaine de familles. Hein. Mais je vous ai dit que la famille Grunfeld, ils ont été pris les parents, mais lui aussi, il est sorti. Il était enfant, né en France, donc il était français. Zaza, pareil, Galowski. C'est bizarre, c'est comme ça. Hein, ils ont laissé repartir les enfants arriver là-bas, ils les ont pas pris. Alors, il y en a qui sont restés avec les parents. David Selemanski, il n'a pas voulu sortir, il est resté avec ses parents. Et d'autres, bon, et puis nous, bon, alors, mon père, nous, les Français, nous sous la protection de l'État français, et Maréchal Pétain, c'était vainqueur de Verdun, c'était, vous voyez, les vieux, c'était encore la Première Guerre, tout ça, ils ne voyaient pas tout ça. Et puis là, quand il a vu, là, mon père, il a commencé à se faire beaucoup de vin, il disait, c'est pas possible, comment on prend les femmes, les enfants, mon père s'est très très inquiété, ma maman, pareil, hein, ils ont donné aux voisins ce qu'ils avaient, ce qu'ils ont pu leur donner. Et moi, je les ai accompagnés, je les ai amenés jusqu'à l'école rue Grenier-sur-l'Eau, là, où il y a le CDJC. Là, vous parlez des gens que vous avez accompagnés au moment de la rafle. 16 juillet au matin. Et est-ce que vous pouvez me dire un mot de l'attitude, autant que vous le sachiez, de la population française qui est là? Ils étaient outrés. Moi, les voisins chez nous, je vous ai expliqué que le coiffeur, le père de l'homme, des Bretons, et puis il y avait la marchande, ils étaient un peu italiens sur les bords, mais français-italiens, ils étaient un peu très très choqués de voir avec des baluchons, des valises, tout ça, les gens qui partaient, on nous amenait, on les amène dans les écoles, ils vont aller dans les camps. Mais les gens commençaient déjà à pleurnicher, hein. On habitait l'île Saint-Louis, hein. Bon, il y avait des bourgeois, enfin même les bourgeois qui étaient là, ils regardaient, ils tournaient la tête, beaucoup, hein, n'osaient pas regarder comment les flics amenaient, il y en a qui gueulaient, hein. Et après, je suis revenu. Et c'est là que je vous ai expliqué, j'ai voulu partir avec Boubou, que mon père n'a pas voulu. Et alors, parlez-moi donc des mois qui suivent. Bon, les mois qui suivent, c'est très troublant. Ils sont très inquiets. D'abord, il y a les attentats. Je vous ai expliqué que chez nous, dans la maison, il y a beaucoup de jeunes qui étaient déjà embrigadés, qui étaient déjà recherchés comme communistes, terroristes et tout, dans mon beau-frère également. Et il y a eu, à ce moment-là, il y a eu un attentat, quelques jours avant que nous soyons... Ils avaient fait sauter, dont mon beau-frère était dans le coup, ils avaient fait sauter le Rex, hein, des crayons, machin. Ils avaient fait sauter la LVF, volontaire contre le bolchevique, chez nous, pas loin d'ici. Vous savez, c'était pas loin dans le 4e, et puis ensuite dans le 11e aussi. La Légion des volontaires français. Voilà, ils avaient fait sauter. Et il y avait eu le débarquement à Dieppe des Canadiens, des Anglais, peu de temps avant, en septembre 1942. C'était peu de temps avant notre arrestation, je me souviens très bien. Et puis, moi, je travaillais chez monsieur et madame Adler. J'étais rentré travailler comme mitron. On faisait des gâteaux sarrasins, donc je travaillais de nuit. Vous savez qu'on n'avait pas le droit après 8 heures, hein. Donc les lois étaient là. Et le 23 septembre 1942, je ne sais pas ce qui me prend, je dis au patron, M. Adler, je vais rentrer à la maison, je vais voir mes parents, je vais voir mes frères, je vais voir mes copains, parce que qu'est-ce qu'on faisait le soir? On était tous amateurs de jazz. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, les disques, on dansait, on chantait. Il y avait Yossi, c'était des Hongrois, le frère jouait du violon, du jazz, hein, et puis l'autre au piano. Chez nous, dans la maison, on se réunissait. Il y avait les parents qui avaient été pris, mais enfin, ils étaient là, bon, on était là, et puis comme il faisait très chaud, on montait sur les toits, des fois. Alors, il y a eu dans le Pilori, le journal Pilori, ils avaient marqué, il faut que je le retrouve, ce journal, ils marquaient « Les Juifs se bronzent sur les toits hein, », c'était dans le journal Pilori. Donc, jusqu'à la date fatidique, je rentre donc à 8h moins 5 de la maison, le 23 septembre 1942. Je monte, donc je vois mes parents, je monte chez Yossi, là, au 5e, nous habitions au 3e, donc je vois mes copains, on jouait aux cartes, on écoutait un peu, bon, et puis il y a mon petit frère qui monte, Henri, il me dit, je sais pas ce qu'il y a, il est 9h moins 20 à peu près le soir, il dit, je sais pas ce qu'il y a des voitures, en bas de la maison, il y a la fête gendarme, la Gestapo et tout.
Alors, nous, je vous ai expliqué qu'on était un peu des titis. Qu'est-ce qu'on fait? On est toute une bande. Donc, on avait réussi à lever sur les toits, on avait levé, il y avait un, comment dirais-je, une petite chaudière, on lève, on s'en va déjà par les toits. Et Madame Viorec, elle commençait à crier, elle était à moitié aveugle. Il y avait 9 gosses. Le père était décédé d'un cancer 12 ans ou avant. Et la mère Viorec commence à crier « Yitzhak, Yitzhak, Isaac, Isaac, les Kinder ». Alors lui, Isaac, c'était le frère aîné. Il était avec nous sur les toits avec son frère Henri. On était déjà 8, 9, après à se tirer par les toits. Hein. C'est le 23 septembre. Et Isaac est descendu. Il a dit « Je ne peux pas laisser ma mère, mes petits frères et sœurs ». Il est descendu. Albert Smilianski est descendu. Il a dit « Mes parents, ils sont vieux. Mon père est très malade. » Moi, je suis redescendu. On est tous redescendus du toit. Donc, nous, on a eu la faveur. On a eu Oberstmann-Führer Röttke qui est venu personnellement nous chercher. C'était une vengeance, soi-disant, qui avait eu des attentats également. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit ici, c'est tous des juifs, des maisons juives, Franzosen. Il a dit nicht ka Franzosen, das sind Juden. C'est des juifs, c'est pas des Français, c'est des juifs. Donc, ils ont raflé la maison. Tout le monde. Toutes les familles qui restaient, les françaises, hein, je parle, hein, dont on faisait partie. Le père Zelichevski, c'était un ancien combattant, je me souviendrai toujours. Il a émis ses médailles. Il était gazé de 14-18, donc il est venu, il a mis ses médailles, le mail de la Gestapo, bah, une claque dans la gueule. Il a dit, allez en route, la révolution est faite, terminée pour vous. Nous, on a eu la primeur, la Feldgendarmerie, la Gestapo française et allemande. Hein. Et il est venu en personne, c'est Klarsfeld qui marque dans ses mémoires. Serge, il m'a expliqué, ils sont venus vous chercher pour une vengeance. On n'arrêtait pas les juifs français à cette époque, le 23 septembre 1942. Par contre, le 24 septembre, on arrêtait les juifs roumains. Donc le 23 septembre, à 9h moins le quart le soir, on nous a balancé des voitures, on nous a amenés au poste de police jouxtant à la mairie du 4e. Le brigadier, je sais pas quoi, c'est rien, monsieur Adonner, c'est une vérification de papier. Bon, enfoiré. Bon, enfin, vérification de papier, on nous a mis au petit matin les autobus et Drancy. 23 septembre 1942, on arrive le 24 au matin, on nous emmène à Drancy, et le 28 septembre, nous étions déportés à la Maison Blanche. On était marqués à l'encre rouge, parce que vous avez trouvé des tracts, de tout dedans. Enfin, toute la maison, on a été déportés le 28 septembre 1942. Est-ce que vous pouvez, justement, à ce stade de notre échange, me décrire un moment les conditions psychologiques de l'arrestation et le camp de Drancy? Alors, l'arrestation est très difficile. Hein. Mes souvenirs sont très douloureux parce que ma maman, elle a eu un mot terrible, hein, ma mère. Hein. C'est quand on a été pris, elle était courageuse. Alors, elle a dit à Madame Smilianski, Madame Smilianski, c'était une voisine au 3e, elle a dit Kim, Madame Smilianski, ist gut nicht sein, sind verbrennen werden. Vous savez ce que ça veut dire? Venez, il n'y a rien à craindre. Eux, ils seront brûlés. Ils seront brûlés. J'ai commencé à pleurer. Malheureusement, c'est mes parents, mes frères qu'on a brûlé. Ma maman, elle a eu cette parole terrible. Et puis, elle a dit, c'est leur... en yiddish, il y a un mot qui est terrible. C'est leur fin. Enfin, vous voyez, s'ils nous prennent, ça va mal, ça va, tout ça. Bon. Et mon père, il disait pas un mot. Il priait en lui-même. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il priait. Et il me disait toujours, Sésame, Sésame. Quand on est monté dans le bus, dans la mairie du 4e, Maurice Zelichevski et moi, on a voulu sauter du bus. Mon père s'est interposé, il a dit « Allez, Sésame ». C'était son mot, tous ensemble. Ce sera rien, on va aller travailler, c'est pas grave, on sera tous ensemble. On a toujours l'habitude de travailler dur, on travaillera. Mon père, il se voyait en 14-18. Et puis bon, le respect de mon père, tout ça, et Maurice et moi, on est restés. Et son père Chaillet, qui était ancien combattant, là je vous ai expliqué, qui avait pris une gifle. Puis toute la maison a été raflée. Aujourd'hui, Drancy, comment ça se passe? Alors on arrive à Drancy, dégueulasse, la honte. On nous met, vous savez, quand j'amène des élèves, et puis je leur fais voir, j'étais à la porte 4, 2e étage, donc un peu de paille par terre dégueulasse, avec des fils
pour accrocher les vêtements. Vous voyez, c'est ceux qui avaient été, ceux qui étaient avant nous, c'était resté comment dirais-je, du linge était resté par terre. Nous, on s'est retrouvés là-dedans. Tout le monde a battu. Bon, enfin, c'est difficile. Bon, nous, on est jeunes, on descend, on commence à chercher. Qu'est-ce qu'on cherchait? Un peu à bouffer, un peu voir qu'est-ce qui se passait, patati, patata, et on voyait. Et on avait un cousin qui travaillait, il était wagmestre, un cousin à mon père, qui était le fils d'un cousin à mon père, qui était wagmestre à Drancy. Il n'a pas été déporté, il est resté jusqu'à la fin, il a eu de la chance. Il a vu ses oncles, ses cousins, toute sa famille partir. Et lui, il a eu de la chance, sa femme, soi-disant, n'était pas juive. Alors, il a eu de la chance, il a pu rester. Bon, alors, nous restait très peu de temps, nous, on est resté 4 jours à Drancy. Et comment vous avez appris que vous seriez du prochain convoi? Ben, on nous a dit la veille, on nous a appelés. Et le lendemain matin, en rang, on est parti dans les autobus et nous sommes partis par la gare du Bourget. En septembre, le 28 septembre 1942, on a appelé Prosper, la famille Harousse, qui était des Nord-Africains français depuis, vous voyez, qui était d'Alger, hein, qui habitait notre immeuble aussi, une famille juive. Diamante, c'était ma petite chérie. Et bon, c'est une catastrophe, comment dirais-je, Madame Viorec avec les 9 mômes, là, hein, c'est terrible. Lui, l'aîné qui avait 18, 19 ans, moi, mes petits frères et sœurs, mon petit frère Zizi qui avait à peine 5 ans, mon dernier, hein, ma sœur Berthe qui pleurait. Moi, avec mon frère Salomon, bon, on est descendu avec les autres copains pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire dans la cour, à droite, à gauche, pour chercher un peu, on nous donnait un bout de pain, je sais pas quoi, un peu à manger. Et puis, bon, ma maman, elle avait amené un peu de quoi manger aussi avec elle. On a pris une valise, pensait bien à ce qu'on avait pu amener, un peu de vêtements, couvertures, naturellement, ils nous ont dit d'amener des couvertures. Et une ambiance terrible, quoi. Je vois ma famille comme ça, les amis, tout le monde est abattu et tout, hein, et c'est l'antichambre de la mort, quoi. Bon, et puis je vous ai dit, on est resté très peu de temps, nous sommes arrivés le 24 matin, et le 28 au matin, on était montés dans les bus, ils nous ont amenés au Bourget pour nous empiler dans des trains avec des 40 hommes 8 chevaux, hein. On est rentré là-dedans, on était 84 ou 85, avec nos parents, nos frères et sœurs, mes voisins, et le père Sem, qui était le boucher de la rue Vieux du Temple, qui était un malabar, qui était malade, qui était couché dans le wagon, et il avait pris mon petit frère sur son ventre parce qu'il n'y avait pas de place. Alors d'un côté, vous aviez une espèce de couverture avec un seau hygiénique dégueulasse. Bon, au début, il est vide. Pensez bien, on a voyagé 3 jours et 3 nuits. Il y a une femme qui est devenue folle, et deux qui... Wow, atroce, quand je réfléchis là-dedans, qu'est-ce qui faisait chaud, et ça sentait la pisse, la mer, les besoins. Au départ, il y avait la couverture, à la fin, il n'y avait plus de couverture. Et puis de voir cette ambiance terrible, hein, un peu d'eau, on buvait, l'autre il poussait pour aller pisser, on marchait les uns sur les autres. 80 comme ça, mon petit frère était pas bien, mon petit frère Zizi devait avoir de la fièvre. Oh là 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 là. Ce voyage, c'est le train de l'enfer, l'avant-goût, la marche vers la mort. Là. On roulait 3 jours et 3 nuits. On avait, de chaque côté, il y avait une ouverture avec des barbelés, et de l'autre côté, pareil. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des arrêts du train? Oui, les arrêts, on n'est pas descendu. Je sais pas, on est arrêté à un moment donné, je crois, après Metz, ou à la frontière franco-allemande. Pardon, vous avez su où vous étiez? On ne savait pas où on allait, on disait à Pitchepoy, qui sait savait. Bon, on savait qu'on roulait vers l'Est, ça c'est sûr, on n'allait pas en Bretagne. Hein. Non, je veux dire, quand le train s'arrête ou quand le train roule même, vous réussissez à identifier les endroits où vous vous trouvez? Pas très bien, parce que là, la première arrêt qu'on a eu, c'était le de nuit, je crois. Je sais pas, on voyait pas très bien, c'était camouflé les lampes dans les gares, tout ça, j'ai pas vu très bien. Ça devait être... Premier arrêt, ça devait être première nuit ou deuxième nuit, je me souviens plus très bien. Vous savez, on ne pouvait pas bouger, hein, fallait monter les uns sur les autres pour aller uriner ou pour aller aux toilettes. Ça sentait la pisse.
fascistes, la saloperie. Oh là là, quelle honte, comment qu'on a pu. Et puis bien, et en roule le troisième nuit, je crois le troisième jour. On ne sait pas, on va vers l'est, bon, on voit rien, et puis d'un seul coup le train s'arrête, on ne sait pas ce qui se passe. Le train s'arrête, on ouvre les wagons. Les postes qui sont là, les SS, là, ça, les SA des SS. Jungen Männer de Zersen, faire runter. Les hommes valides de 16 à 45 ans descendaient. Donc mon frère et moi, on parle des hommes, hein. Mon frère et moi, on a sauté du wagon. Je n'ai même pas eu le temps de dire au revoir à mon père, à ma mère. Et on avec des chiens, des hurlements, vous savez, qui ne savaient pas parler, les Deutsch, là. On nous pousse vers... il y avait des camions qui attendaient pas loin de l'arrêt du train. Nous sommes là, c'est arrivé. Nous sommes à Cosel. Cosel, ça se passe en Haute-Silésie, avant Auschwitz. La première sélection, là. Donc on descend pour le travail, là, soi-disant les hommes pour le travail. Et c'est vrai, c'était le Zwangsarbeitslager, camp de travaux forcés. Donc j'ai quitté mes parents, mes frères et sœurs, et c'est là que mon père, quand j'ai tourné la tête, est-ce qu'il m'a béni? Je ne sais pas, mon père, il m'a fait ça avec la main. Mon père, ma mère, j'ai plus revu ni mes frères ni mes sœurs, c'était terminé. J'ai perdu toute ma famille le 1er octobre 1942, puisque nous sommes partis le 28, 29, 30. Le 1er octobre, c'était le 1er octobre 42, ils ont ouvert les wagons. Mon frère et moi, Salomon et moi, on est descendus. Et mes parents, mes frères et sœurs, c'est terminé. J'ai plus jamais revu mes parents, mes frères, mes sœurs, mon père, ma mère. Est-ce que mon père, est-ce qu'il m'a fait signe à voir? Est-ce qu'il m'a béni? Je ne sais pas. C'est difficile. Hein. Est-ce qu'à ce moment-là, vous comprenez ce qui se passe? Qu'est-ce que vous comprenez à ce moment-là, à 17 ans? On ne comprend rien du tout. Je sais qu'on est bousculé, frappé. Il y a des chiens qui nous poussent à monter dans des camions. Toutes les autres personnes restent dans les trains. Je parle que nous sommes descendus de notre convoi, je crois qu'on est descendu 170 ou 180 hommes, uniquement hommes, enfin jeunes et hommes, pour le travail. Et le restant est passé au four. Ils ont continué, ils n'étaient pas très bien d'Auschwitz, hein, de Birkenau. Et j'ai plus revu mes parents, mes frères et sœurs, c'était terminé. Vous étiez 904 d'après les comptes de Serge Klarsfeld, vous êtes 904 dans ce convoi 38. Oui. Et il y a eu beaucoup d'enfants, de jeunes. Il y a eu beaucoup d'enfants, dont je suis compris dedans comme enfant, puisque j'avais 17 ans. Serge a répertorié je crois qu'il y avait un bébé aussi également de quelques mois. Et 904, donc on est descendu 170 pour le travail. Pour le Zwangsarbeitslager. Alors on nous a monté les camions et on nous a amenés dans un petit camp de travail. C'était où? Niederkirch. Alors ces petits camps de travail, c'était autour d'Auschwitz, tout ça, mais ils avaient préparé, puisque à ce moment-là c'était la Große Deutschland, ils avançaient en Russie et tout, ils avaient gagné la guerre, donc ils préparaient l'autoroute de Berlin-Moscou. Ce qui veut dire, nous, les petits camps, on travaillait sur l'autoroute. Vous avez des voies ferrées, béton, enfin, vous voyez, tout ça, tout est difficile, le travail très, très difficile, très dur. Et ce qui m'a choqué la première fois, la première nuit, c'est un homme bien chez nous. Alors, je vous rappelle que le 24 septembre, ils avaient arrêté les Juifs roumains. Et mon transport, que nous avons été déportés, on est très peu de citoyens français, il y a beaucoup de juifs roumains qui sont partis de mon transport. Également, l'oncle et la tante du grand chef d'orchestre Werner qui est là dans le convoi aussi. Son oncle, sa tante et sa cousine.
Et donc on est là, et le premier qui m'a marqué également, c'est le premier mort que nous avons eu. Il est mort du hockey. Il a octé pendant 48 heures, jour et nuit. Il est mort du hockey. Un juif roumain, un homme d'une quarantaine d'années. C'était le premier mort. Et au bout de 2 jours, vous savez, on avait déjà les mains. Et puis là-bas, vous savez, en septembre, fin septembre, début octobre, il commence à faire froid. C'est la pluie, c'est la merde. En Haute-Silésie, c'est pas le climat de Paris. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il commence à faire froid. Et on est là. On n'est pas encore en Bayard. Hein, on est encore là. Une étoile découpée dans le pantalon, une étoile ici, une étoile ici. On a encore nos vêtements civils. Donc et le camp s'appelle Zwangsarbeit, ce qui veut dire camp de travaux forcés. Bon, au bout de 3-4 jours, il y en a 3 ou 4 qui meurent. On part au travail, on en ramène 3 ou 4, tellement le travail était difficile. Bon, moi j'étais jeune, mes camarades, mon frère, bon, on était quand même encore assez costauds. On rentre le soir, on est très fatigués. Et le plus dur, c'était l'appel le matin. Ils nous réveillaient vers 4h, 4h30 du matin. On faisait un appel pendant 1 heure, 2 heures d'appel avant de sortir au travail. Alors vous savez que les Allemands, ils étaient très bien organisés. C'était par colonne. Par exemple, moi, je travaillais à béton-menhir. Béton-menhir, ce qui veut dire au ciment, au béton. Mon frère, il a été pris avec son copain, le fils du cordonnier. Il a été pris pour travailler à Kraftwerk, ce qui veut dire les descendre des briques. Vous voyez, chacun en avait un travail spécialiste. Et là, nous sommes restés très peu de temps. On est resté, je crois, 15 jours ou 3 semaines. De là, on a été transféré. Le camp était fermé, on a été transféré dans un grand camp de travail, ce qui veut dire Blechhammer. Blechhammer, ça appartient à Auschwitz III. Alors, on va venir à Blechhammer dans quelques instants. Je rappelle que je suis le président de l'amicale de Blechhammer Auschwitz III. On va y venir. Je suis le président depuis quelques années, puisque Hostier, mon copain Hostier, est décédé il y a 4 ans avec le rabbin Liché qui était avec nous aussi. Alors on va y venir. J'avais peut-être quelques précisions à établir avec vous sur votre état physique quand vous sortez du convoi. Est-ce que vous aviez pu boire, manger? Qu'est-ce qui se passe dans ces heures terribles-là? Manger, on n'a pas tellement mangé. Au point de vue physique, bon, je vous ai dit, j'étais costaud, moi. Hein, j'avais 17 ans. Hein, j'étais un sportif. Qu'est-ce qu'on a... J'avais beaucoup de peine parce que mon frère on se tenait avec mon frère, avec Mimi, avec tous les gars de ma maison, puisqu'on était tous ensemble. Isaac Viorek, Henri Viorek, Albert Smidianski, Paul Schuster, enfin je sais pas, on est tous ensemble, donc on se tient encore un peu. Et qu'est-ce qu'on pense? Qu'il faut tenir le coup. Bon, on commence à avoir le moral un petit peu bas. Bon, quand on a le moral un peu bas, l'autre le remonte. Et on commence déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à se débrouiller pour pouvoir manger, hein, puisque la soupe qu'ils nous donnent, c'est de la pisse. Le café le matin, c'est de l'eau de Javel, enfin de l'eau, un bout de pain avec un bout de margarine. Bon... on voit que les rations sont comme ça, et puis quand il y avait un peu de rab, alors le chef cuisinier, c'était un Hollandais, il n'arrivait pas à dire super cheval. Ceux qui travaillent au béton, ou mon frère, au machin, ils ont droit à un rab de soupe. La soupe, c'est de la flotte, des rutabagas. Le dimanche, on avait le droit à un petit bout de viande, je ne sais pas ce qu'il y avait, un bout de... Bon, on cherche déjà, moi je suis jeune, hein, j'ai 17 ans, il faut commencer à bouffer. Bon, on se débrouillait plus ou moins. Il y avait des silos de kartoffeln, de pommes de terre. Alors, il y a Jojo Galewski, le boxeur, il m'a dit « Je m'en vais là-bas, je vais essayer de prendre quelques patates. » Bon, alors, on commence déjà à chercher à organiser, on appelle ça organiser. Hein. Bon, et puis on n'est pas resté longtemps dans ce camp-là. Hein. Mais là, on a eu quelques morts, là. On a eu le premier, le hockey. On a eu 4 ou 5 morts déjà de mon convoi, enfin de mon transport. Et pendant le convoi, est-ce qu'il y a eu des morts? Oui. Il y en a une femme qui est devenue folle. Il a fallu presque la bâillonner dans notre... Et il y a un monsieur qui était très malade. Qu'est-ce qu'il était? Il est mort. Maintenant, je me demande, quand je suis descendu, il était en très mauvaise posture. J'ai jamais dit à son fils, le fils du boucher, que son père était très mal. Je lui ai pas dit.
Jusqu'à la fin, je lui ai caché. À Bebersem. C'était le boucher de la rue des Jardins Saint-Paul. Une force de la nature, le Persem. Il s'est écroulé dans le wagon, il a pris mon petit frère sur lui, les gens s'asseyaient sur lui. C'est pas, moi, très difficile à expliquer parce que ce transfert de comment ils ont pu nous mettre comme ça avec des enfants malades. Mon petit frère, il avait de la fièvre aussi, déjà mon petit frère Zizi. Je sais pas, c'est très très difficile à expliquer. Mais à la fin, il n'y avait plus de couverture, pensez bien. Tout le seau hygiénique débordait, ça puait. Et si on en vient aux premières heures, au premier camp, à Kozel, là, quand vous débarquez, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous fait? Rien, on nous bouscule, les Deutsch. Ping, des chiens, los entreten, l'autre dans les voitures, montez dans les camions, on n'a pas le temps de respirer, vous savez que pas les coups de schlag, ça tombe, ça hurle, les chiens qui aboient, qui vous bousculent, on n'a pas le temps de respirer, on nous charge dans des camions, moi j'ai eu le temps, je vous ai dit, j'ai retourné la tête pour voir mon père, je sais pas, comme ça. Je voulais parler des instants suivants, c'est-à-dire l'organisation du camp. Arrive au camp, il y a un espèce de... Pas l'Union Tesser, un espèce de chef de camp qui est là, avec le Mackenkreis, comment il s'appelait, le man, je me souviens plus de son nom, il dit « Arbeiten für das große Deutschland, vous allez travailler pour la Grande Allemagne. » Le grand discours, puis on se regarde, et toujours... Alors, n'oubliez pas qu'on est déjà en colonne, 10, absent, une obsession, il fallait compter sans arrêt. 15 fois, 20 fois, 1 2, pour voir s'il manque personne. Et là, vous comprenez tout de suite que ça va être pour le travail. On est dans un sale truc. Mais on est encore sous le choc du transfert, on est encore sous le choc. Bon, on dit on va aller travailler. Puis je pense à mon père qui disait allez sous mais Tarbait, non, mais je pense pas comme ça. Hein. Je dis peut-être qu'ils sont dans un autre camp, je sais pas. Vous savez, je sais pas, on sait pas encore ce qui se passe là-bas, qu'ils vont directement te gazer et brûler, on ne sait pas ça. On arrive là, on est encore des bleus là, on ne sait pas ce qui nous arrive là, on est bouleversé, on ne sait plus où on en est. On nous donne, on rentre dans une baraque, il y a des plumards. Là, il n'y avait pas 3, il y avait 2. Hein. C'est un petit camp, on est à peu près, nous on était 180, il y avait un petit camp, il y a peut-être 400, 450 personnes. Là, il y avait 2 convois où on s'est retrouvés, puisque ce camp, c'était des petits camps un peu de transit, ce qu'ils appelaient, pour le travail. Et de là, on est resté très peu de temps là. Et après, on est monté dans les camions, ils nous ont transférés à Blechhammer. Et dites-moi alors, à quel moment vous allez comprendre ce qui arrive au reste de votre famille? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Comment vous apprenez tout ça? À Blechhammer. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça m'est arrivé, moi. Donc, je suis à Blechhammer. À Blechhammer, le chef du camp, c'est un juif polonais. Jon Altester. Hein. N'oubliez pas que nous sommes des juifs hein, de toute l'Europe. Beaucoup de Polonais qui sortent des ghettos. Il reste 2 minutes. Vous disiez que vous aviez appris un peu ce qui se passait. À Blechhammer. Donc on arrive à Blechhammer, on fait la connaissance du chef de camp. Nous dit, bon, alors à ce moment-là, ça y est, on a des SA, c'est de la Polizei, et ça commence des SS. Pas tout à fait encore, mais c'est moitié-moitié. Moitié SS, moitié Polizei. Et puis bon, là, c'est un grand camp. Je retrouve des copains. Je retrouve des connaissances du quartier, des gars de mon école, hein, Henri Feigenbaum, Tuftet, tout ça, Jimmy, un petit qu'on appelait Jimmy. Bon, on est là, c'est un très grand camp, on est quelques milliers de travailleurs. Hein. Et ce complexe de Blechhammer, ça appartient à la plupart, c'est le complexe qui appartient à l'IG Farben, qui était la Buna Monowitz. Nous sommes Auschwitz III également, indépendants de Buna Monowitz. Donc d'Auschwitz III déjà. Hein. On est, donc il y a là-dedans, je sais pas, une vingtaine de firmes. Hein. Moi, je travaillais à Béton, ensuite j'ai même travaillé à Ege,
On voit les firmes à Aiguet, on tirait les câbles. C'était des câbles électriques, très difficile en hiver. Mais enfin, grâce au chef de camp, l'appel est très long, mais on est, comment dirais-je, plus ou moins considéré. D'abord, lui, il veut qu'on soit habillé chaudement, enfin chaudement. Donc on commence déjà à avoir un costume déjà un peu rayé. Moi, je suis à moitié rayé. Bon, on est là. C'est tout à fait différent parce que je vous expliquais pourquoi. On est quelques milliers de gens. Alors donc, tous les matins, on nous réveille tous aussi à 4 heures du matin. Ça, les appels. Mais le soir, on avait déjà une soupe un peu plus copieuse. Et puis lui, pourquoi? Parce qu'il s'élevait dans les SS. Il a dit, ce sont des ouvriers durs. Il faut leur donner à manger si vous voulez les tenir. Tout ça en allemand. Et je me souviendrai un matin, vous savez, à l'appel, il fallait à 6 heures. Alors, on comptait. 1, 2, 3, 4. Alors moi j'ai mon copain à Rousse, il comprenait pas l'allemand. Bon, alors il dit qu'est-ce qu'il dit. J'ai dit reste derrière parce qu'on est en train de compter chaque colonne. On est 150 fois on vous comptait. Ils avaient toujours la hantise qu'il y en a un ou deux qui s'évadent. Les Allemands, je parle des postes. Et bon on est là. Et puis le Lionel Tesser il arrive et puis les SS commencent à hurler. Enfin le sale juif, il est pas encore là le chef juif. Alors, il est arrivé, ça la montre. Lui, il est arrivé, par exemple, il est 6h moins 2, il est arrivé. Alors, mais au garde à vous, 2432 juifs prêts au travail. C'est comme ça que ça marchait. 2432 Juden bereit zu der Arbeit. En allemand, il lui explique au chef SS. Alors, il lui dit, was ist das? Il dit, nein, il est 6h juste, 6h moins 1. Il s'élevait contre eux, il disait, ce sont des arbituraires, ce sont des travailleurs, donc il faut les tenir. Enfin, et pourquoi? En plus de ça, mon copain Yitzhak Viorek, là, qui donc avait sa maman, je ne sais pas ce qu'il y a un jour, il fait une connerie et tout, et à l'appel, on l'appelle pour recevoir 25 coups sur les miches, sur les fesses, Donc il y a le Lagerpolizei qui est là, le Lagerpolizei, ça veut dire le policier du camp, il y en avait deux. C'est un Allemand. Oui, il y avait un Allemand et un Allemand, il y avait un Polonais et un Allemand. Je ne sais pas le Polonais s'il était juif, je ne sais pas très bien. Il y en avait des juifs aussi, mais il y avait aussi des Allemands, des droits communs, tout ça. Et puis alors, il lui dit, rentre dans la Valbaraque. Donc on est à l'appel le soir, en revenant du bureau. Donc, avant d'aller à la soupe, 6 heures le soir. Et puis, il était... alors, à ce moment-là, Blechhammer, on avait un numéro. On n'était pas encore tatoué. On avait un numéro. Et moi, j'avais le numéro 626. Et lui, il devait avoir 832, je ne sais pas quoi. Ici. Et puis, on appelle... Numéro 832, Rausfunder. Alors, il sort, il avait fait une connerie au travail. C'est après le travail. Il dit, rentre dans la vache baraque. Il va prendre 25 coups sur les fesses. Donc on est tous au garde à vous, on est quelques milliers de mecs là au garde à vous, et on entend crier au secours. Bam, bam. Grâce au chef de camp, le mec qui frappait le policier, il frappait pas le mec qui frappait à côté. Et il lui disait Schrei, il disait crie. Ouais, comment on peut faire la résistance? Et lui il hurlait. Après quand j'ai revu jusqu'à, il m'a dit non, il m'a dit de crier, mais il frappe à côté. Quand on était devant. Moi, j'ai pris 25 coups devant tout le monde. Quand on était devant, il fallait qu'il frappe. Mais quand il était à l'extérieur, quand il amenait dans la vache baraque, ce qu'on appelait où on se nettoyait, où on se lavait, il frappait à côté. Bon. Et grâce à ce déméraire, on a eu, comment dirais-je, le camp de Blechhammer. Après, on a été plusieurs fois changé de vêtements parce que, soi-disant que la Croix-Rouge est revenue. On a écrit à la Croix-Rouge, ils ne se souviennent pas d'être passés à Blechhammer visiter les déportés. Enfin bref, on a eu des mots avec la Croix-Rouge internationale. Eux, ils disent non, nous on dit que si. Bon, enfin, ça s'est bien passé. Et moi, je travaille au béton menhir. Il m'arrive un accident. Je travaillais, on chargeait du béton dans les petits wagonnets. Il y avait une pente comme ça. Et le wagonnet commence à descendre à toute vitesse. Moi, je sais que j'ai des copains en bas qui travaillent, dont un petit Hollandais, Yopil. Et je cours et puis je prends une espèce de morceau de bois et puis je monte. Bah, le wagonnet se renverse, je me fais couper le doigt, le Meister arrive, l'Allemand, il commence à me frapper avec une planche.
j'avais déraillé, enfin le train est loin, enfin sabotage, naturellement, vous savez comment que c'est, le wagon s'est renversé, et en même temps j'avais ripé sur du verglas avec un sac de ciment, enfin j'étais quand même... Et il a commencé à me frapper, je suis tombé KO, et c'est des prisonniers de guerre anglais qui sont intervenus. Je parle bien des prisonniers de guerre anglais qui sont intervenus, quand ils me frappaient l'allemand, là, avec un coup de planche dans les dos. Donc je suis tombé dans la neige, hein, et ils sont intervenus, parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que le prisonnier de guerre anglais, après la guerre, par l'intermédiaire de ma tante du Canada, a réussi à savoir que j'étais vivant et que mon frère Salomon était mort. Et il a écrit en anglais que j'ai donné au CDJC. Ils ont 2 témoignages, et c'est marrant comment en anglais il dit que je me suis relevé, rebiffé, je lui ai traité de tous les noms, et je suis devenu hystérique avant qu'il me frappe de nouveau. J'ai traité de tous les noms, en français, bien sûr. Hein. C'est un mec, un Schlonzak, un Polac, demi-allemand, demi-polac, hein, on l'appelle les Schlonzak. Il m'a frappé. Et c'est les Anglais. Et il y a les 2 témoignages écrits en anglais que j'ai donnés au CDJC, qui m'ont été traduits. Et c'est là qu'ils disent qu'ils sont intervenus au moment qu'ils m'ont frappé. Donc, naturellement, le soir, je reviens, on m'appelle pour la bastonnade, puisqu'on a relevé mon numéro. Et puis... il y a flou alarme, ce qui veut dire comment les avions. Alerte aérienne. Ouais, alerte aérienne. Bon, enfin bref, premier qui se tire, c'est moi. Hein. Et donc j'avais pris déjà un bout de doigt coupé. J'arrive à l'infirmerie, comme je travaille au béton, il fait très froid. Hein, faut pas oublier qu'on est en hiver. J'ai le béton avec du pu là, tout ça, ça s'infecte et tout. J'arrive, il y a une infirmerie, le docteur Ritter, cette ordure. Moi, j'appelais maman, papa, il m'arrachait l'ongle, il m'arrachait comme ça, tout vif, hein, à l'infirmerie. Et puis il m'a dit, c'est une chance, je ne voulais pas aller à l'infirmerie parce que je savais, à ce moment-là, on parlait des malades qui partaient sur Auschwitz. On commençait déjà à parler. Donc je me trouve quand même à l'infirmerie, grâce à un docteur belge, il m'a dit, écoute, ce qu'il faut faire, tu te pisses dessus, tu n'as pas autre chose à faire. Alors, je pissais dessus, je me retrouve à l'infirmerie. À l'infirmerie, je vide les tinettes. Il y a des centaines de malades, des blessés, des tubards, des phlegmons, des œdèmes, surtout l'œdème, hein, des gars qui sont... Et moi, je suis là, et puis je vide la pisse, et puis il vient Demerer, il passait de temps en temps, je lui dis Demerer, finish-fond, j'entends on doit partir. Alors je lui dis Demerer, finish-fond, j'ai dit j'ai mon frère ici, j'ai mes amis. Et alors il me dit pleure pas, tu partiras pas, tu resteras là avec ton frère. Voilà. À 2h, 3h du matin, les SS sont rentrés dans la Krankestube, ce qu'on appelle le machin des malades, transport. Et je fais partie du transport. La plupart des gars ne peuvent pas marcher. Donc on est, je crois, reprend entre 300 et 400 malades. Hein. Donc on amène dans les camions. Ceux qui peuvent marcher, moi je pouvais marcher, donc j'avais mon truc, un peu un machin comme ça, je m'étais mis, il m'a dit tu pisses, donc je pissais, et on évacue. Alors pour aller où on est, on entend des bruits comme ça à Auschwitz. On n'est pas loin d'Auschwitz, hein, on est à la Hammer Auschwitz. Je sais pas, 80 km, à peine, hein, je sais pas. Tout ça, ça tourne autour d'Auschwitz, hein, Et j'arrive. On arrive à la gare à Ehrenfeld. Je vois le thermomètre, je me souviendrai toute ma vie, il fait -26. Les gars qui sont dans les espèces de chariots comme ça, parce qu'on tirait les chariots aussi pour les amener à la gare, à moitié morts, enfin bref. Pour faire, on nous dit comme ça qu'on va aller, on ne dit pas qu'on va, on va à Nazareth, ce que veut dire un sanatorium. Les malades, vous allez en sanatorium pour vous retaper. On arrive, on nous met dedans, le SS il arrive, il commence à nous dire, ceux qui peuvent marcher, vous me mettez devant. Il faisait froid, il y avait du verglas et tout. Alors j'ai dit, bon, on marche, on est quelques-uns à marcher. Il vient le SS, il a dit, maintenant vous prenez un de vos camarades là avec vous. Donc on m'a donné un petit vieux, enfin moi je l'appelle vieux. Moi j'avais 18 ans, l'autre il avait 42, 43. Il est mort sur moi, comme ça, en marchant jusqu'à arriver au petit camp. On arrive au petit camp, on nous met dans une baraque. Le petit camp s'appelait Sacro. C'était soi-disant le Nazareth, mais c'était un camp de transit avant de monter au four.
Et on arrive là, on est tous allongés, les morts, ah, des cris, des pleurs. Donc j'ai Isaac Viorek, là, le père, là, qui est pas bien, Albert Smelianski, Henri qui est pas bien, tous quelques copains à moi de ma maison, hein, on est là. Et il y a un gars qui rentre, il est 11h, minuit, je sais pas, on est allongé, il fait froid. On est dans une espèce de baraque. Il y a un gars qui rentre, il dit, il y a des Français ici? En français, hein. Je dis, ouais. Il dit, d'où tu es, toi? Je dis, moi, je suis de Saint-Paul, enfin, de l'île Saint-Louis, tout ça. Il dit, moi, je suis de la rue Sodène. Il me dit, tu peux marcher? J'ai dit, ouais. Il s'appelle Ben Moras, Nissim Ben Moras. C'est lui qui m'a sauvé la vie, le premier. Il me dit, écoute, comment tu t'appelles? J'ai Schmil, enfin, Adoner, Samuel. Il me dit, viens, Sam. Et mes autres copains, je les vois là, j'ai fait. Il me dit, toi, tu peux marcher, viens, suis-moi, reste pas là. Et il m'a sorti de là, il m'a amené dans la vache baraque, à peine 100 mètres, où il y avait une baraque, où il y avait les douches et tout. Qu'est-ce qu'il était, lui? Il était le mécanicien du chef de camp, l'allemand, Neumann. Il s'appelait c'était un SA ou un SS, je ne sais plus. Donc, Ben Moras, il avait, comment dirais-je, il était privilégié. Donc, il se démerdait, il avait à bouffer, tout. Donc, il me sort de là. Et il m'a dit, tu bouges pas. Le lendemain matin, j'ai vu tous mes copains, on les a mis une chemise blanche, ils sont montés dans les camions, ils ont été exterminés, directement. Donc, ça veut dire ce qu'on appelle le transport de Marstadt. Il y a un docteur qui a écrit là-dessus. Le transport de Marstadt, il est resté, je crois que je suis le seul survivant de ce transport. Grâce à Ben Moras. Donc, j'ai vu Yitzhak Viorek, Albert Smilianski, tous mes copains de ma maison partir. Ils les ont déshabillés, mais une chemise blanche, on leur a mis. Ils sont montés dans les camions. Ceux qui ne pouvaient pas, ils les ont aidés à monter dans les camions pour les amener, exterminer tout ça, ces ordures. Ah là là là. Et grâce à Ben Moras, alors le plus fort, je vais vous dire, je vais vous expliquer ce qui se passe. Le fils à Ben Moras, c'est un copain à moi, sans le savoir. Un jour, je suis à Deauville, il n'y a pas longtemps, l'année dernière ou il y a 2 ans. Et puis on dit, Jo, on discute, et comment ça va, ta petite fille? Je dis, bon, ça va, et toi? Et puis il y a un gars qui me dit, tu le connais, lui? Ouais. Tu sais comment il s'appelle? C'est un juif turc. Je dis, je savais pas que c'est un juif turc, lui. Il s'appelle comment? Ben Moras. Je dis, Ben Moras. Comment il s'appelle, Ben Moras? Donc, il m'appelle. J'ai Nissim Ben Moras, qui c'était? Il me dit, mais c'est mon père. Ne demandez pas les liens, hein. Toutes les semaines, il m'appelle et tout. J'ai dit, ton père, il m'a sauvé la vie. Ah, alors, il m'a expliqué qu'il avait sauvé la vie à un autre Turc aussi. C'était un camp de transit, c'était l'antichambre d'Auschwitz, là, soi-disant le Nazareth. Vous comprenez ce que je veux dire? Les Allemands, ils avaient des expressions comme ça. Bon, on retourne là on est là, Ben Moras, il me sort, on retourne dans un petit camp, je me retrouve là, à Saint-Annaberg, je crois, un petit camp. Et de là, on me dit, on retourne à Blechhammer. Alors dites-moi, au départ, l'une des questions qui nous a amenés là, c'était comment vous avez compris ce qui se passait à Auschwitz, la chambre à gaz? Comment vous l'avez appris? À Blechhammer, on commençait à dire des Kranken werden verbrannt. On parlait yiddish là-bas aussi. Les malades, on les brûle. On n'a pas dit que... On parlait un petit peu d'Auschwitz, mais on parlait de brûler. Dans les petits commandos, par exemple là-bas, où on enterrait, on les jetait dans la chaux. On ne parlait pas de brûler à ce moment-là. Par exemple, à Niederkirch, les premiers morts que j'ai eus, enfin de mon transport, à Niederkirch, on les a balancés dans la chaux. On mettait les morts et on jetait de la chaux, et puis c'était recouvert comme ça avec de la chaux. Tandis que là, on commençait à parler à Blechhammer, on commençait à parler un peu d'Auschwitz, enfin Brennwern. Vous savez, il y avait déjà des échos. Hein. N'oubliez pas qu'on est déjà en 43, 44. Alors ça se passe justement. Ce transport dont vous réchappez, c'est quelle date à peu près? C'est avant que je sois tatoué, avant que Blechhammer est tatoué, donc c'est l'hiver 44, 43, 44, oui, l'hiver 44. Hein? Et donc je pars dans un petit camp là, et puis on me dit, tu vas retourner à Blechhammer. Alors j'ai oublié de vous expliquer, notre acheteur, c'était Hauschild, il s'appelait, l'allemand. C'est un petit Rabelais avec un grand chapeau, parce qu'il m'a acheté plusieurs fois, lui. Alors vous étiez comme ça, au garde à vous, et toujours une sénape, et puis on se gonflait la poitrine, enfin.
fallait faire voir qu'on était bon pour le travail. Parce que si on est né comme ça, et il disait linksum, ce qui veut dire quand il disait linksum, demi-tour, il regardait les fesses. Parce que vous savez que chez les déportés, quand on est un musulman, ce qui veut dire c'est les fesses. Puis le mec, hein, bon, ici on n'était pas gros, mais si les fesses étaient complètement ravachis, on voyait le rachis et puis les fesses ramollies, on disait celui-là il est bon pour la casse. Hein, c'était pas bon, c'était pas bon. Donc on était là, on se redressait tout le temps et puis il demandait toujours l'âge. Et quelle moitié. Donc j'arrive, donc on part de petit camp et on me dit à un moment donné un petit camp de transit pas loin de ça. Et on lui dit, Autschild, là, il arrive, à dire Arbeiter, il me connaît, il me dit, Schlosser, câble monteur, enfin, peu importe. On dit, vous retournez à Blechamer. Moi, je suis content, je sais que j'ai laissé mon frère, quelques amis, des copains, Mimil, tout le monde. Au lieu de nous amener à Auschwitz, au lieu d'aller à Blechamer, on se retrouve à Birkenau, la rampe. Et nous, on arrive en pleine nuit. On n'est pas nombreux, hein, comme on est là. Je suis avec mon copain Bendov, Bernard Guterman. Oh, je sais pas, on est peut-être 80, une centaine quoi, de spécialistes, soi-disant spécialistes, puisqu'on partait comme spécialistes. Et on arrive là-bas à Auschwitz-Birkenau. Alors là, on voit le bord. On arrive en pleine nuit, les crématoires qui brûlent. Et vous savez, on arrive à cette époque-là, la flotte, la neige, et il y a un train. Nous, on arrive comme ça à la rampe. Et à côté de nous, il y a un train de moribonds, que des bagnards, vous savez, des rayés. Et ils ouvrent les wagons, les SS, et puis quand il y a un, boum, boum, ils achèvent les gars. Ils achèvent les gars à côté. Et nous, on est là, qu'est-ce qu'on nous dit? Laisse après descendez, et on nous met dans une baraque. Ça, c'est le camp de transit, ce qu'on appelle l'antichambre. On nous met donc dans une baraque. Qu'est-ce qu'on voit dans cette baraque par terre? Plein de vêtements, des landaux, des dentifrices, du savon, des manteaux. C'était tout ça, c'était déjà des juifs hongrois qui étaient passés la veille. Ça, c'était la baraque, le transit, là. Hein, c'était... Et donc nous, là, pour dater les choses, puisque vous parlez des juifs hongrois, c'est pas, 44. Nous, on ne sait pas. On voit les fours crématoires, on sait que là-bas, ça brûle, mais nous, on arrive comme travailleurs. On ne sait pas. Hein. Vous pouvez nous passer à la douche ou passer au gaz. C'est un des deux. Mais ça c'est 44. Hein. 44, oui, 44. Quelle époque à peu près? Est-ce que c'est l'été, l'hiver, la fin de l'hiver? Mars, avril, comme ça, mars-avril 44. C'est déjà un peu au printemps, ça flotte encore et tout. Et on arrive, donc nous on est là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à bouffer ce qu'il y a par terre, on trouve une connerie, un peu de miel, je sais pas quoi on avait trouvé et tout. Puis alors on est là, je vous explique, on a déjà 2 ans de camp, hein, on est de 42, hein, c'est déjà 44, on n'est plus, comme on dit des créants, on n'est plus des bleus, hein, on est déjà des... on crache par terre, on est déjà des bêtes. Hein, on est là, et puis bon, et le lendemain matin, douche et hall. Ce qui veut dire, ça c'est au milieu de la nuit, le lendemain matin, on nous amène nous à la douche. On a de l'eau chaude, on est tondu, on passe à poil, dans un machin l'isole, ce qu'on appelle les pieds dans du l'isole, on sort, tatouage, tondu, et voilà. Et on met un nouveau costume bagnard, rayé, tout ça. Et puis on me tatoue mon numéro, et là j'ai mon numéro, et nous on est gâtés, on a une étoile jaune et une étoile rouge, ce qui veut dire juif communiste, juif politique. On est gâtés, hein. Rouge et jaune. Et de là, on est dit, raus, mec, et puis ils nous rentrent dans le camp. On rentre dans le camp, là, on nous met au bloc 11. Le bloc 11, le capot qui était là, comment dirais-je, le chef du bloc, c'est le plus grand assassin. Pinkush Melnik, il est connu dans toute Birkenau. Lui, tous les jours, il en tue 5-6 comme ça, avec sa canne. Et on arrive, alors lui, il est à moitié juif, moitié polac, un tueur. On sait qu'il c'est un tueur. Il est habillé sur mesure. Il a son tailleur habillé sur mesure, et nous on arrive, on est au garde à vous, on est donc dans la baraque, on est quelques centaines, puisque d'autres sont venus nous rejoindre, des gars, qui sont parlé aussi d'un autre transport. Et puis, bon, je ne comprenais pas le yiddish allemand, comment ils nous reçoivent, enfin, salopard.
vous êtes des ordures, vous voyez là, vous partirez tous par la fumée. Enfin, il nous fait déjà l'épilogue. Enfin, il commence à nous insulter tous les noms. Et puis, bon, non, Mutsena, rentrer dans les blocs, on rentre dans les blocs. Et son bras droit, c'est un Polac, avec l'étoile rouge, un Polonais qui a des cheveux, qui est, comment dirais-je, un genre de capot, comme ça. Et puis, comme on rentrait dans le bar, il ne sait pas comment faire, il me met un coup de schlag, vite fait. Moi, je me retourne, je lui descends un coup de pied. Instinctivement, hein, parce qu'on était... Donc, il rentre dans le bloc, il commence à me chercher. Moi, j'étais petit, mon copain Tzvi Bendov, aujourd'hui dit Jutkowski, qui était un déporté de la rue de Charonne, un petit Français avec moi, et Bernard Gutermann, pareil. Donc, on se suit depuis des mois, depuis des années, même ça fait 1 an et demi, 2 ans que nous étions ensemble. Enfin bon, il me protège. Et là, à un moment donné, je ne sais pas ce qu'il nous fait, on commence à gueuler, à râler. Alors, il dit... Pinkus dans le bloc, il commence à nous dire d'assez sabotage, et il commence à descendre 10 mètres comme ça, pour les frapper. Et je me souviendrai, avec nous, il y avait 2 frères Lévy, de la rue Sedaine, enfin des Juifs turcs. Il a descendu un des frères et commencé à frapper, et puis nous, on s'est un peu révoltés, parce qu'on a commencé à gueuler. Et puis bon, après il a pris mon copain Bendov, parce que lui, il lui a mis un coup de poing à la gueule. Il l'a frappé au milieu de la baraque. Il y avait comme une genre des briques qui faisaient un peu le chauffage tout le long, comme ça, à Vercono. Il l'a frappé, ils l'ont frappé avec un tisonnier. Moi, je lui criais « cache ta tête », parce qu'il frappait n'importe quoi. Alors lui, avec sa baille, et puis le Polac, là, le capot, l'espèce de capot, là, il frappait fort. Enfin bon, ils l'ont fait saigner, enfin bon. Et chose étonnante, le dimanche, on ne travaille pas. Pour l'instant, on est encore un peu en quarantaine, on ne travaille pas le dimanche, et j'entends chanter Figaro ci, Figaro là, en français. Et on est habillé, donc il devait avoir ce jour-là la Croix-Rouge internationale qui est passée avec Himmler et tout ça, on est en 44. Hein. Il a dû se passer quelque chose parce qu'on ne travaillait pas ce jour-là, et puis à l'appel, ils ont mis les plus costauds devant. Vous voyez, les plus... Donc on voyait au loin des gens qui marchaient avec les SS et tout. On est là, et j'entends chanter. Donc c'est dimanche, on ne travaille pas, et puis il y a l'appel. Après on nous laisse un peu vaquer dans les cours, devant les blocs. Et j'entends, vous savez qu'il y avait un orchestre là-bas au Auschwitz. Hein, ça. Et j'entends Figaro ci, Figaro là, Figaro ci, Figaro là, Figaro, devant. Ils chantent devant le public. Et puis je dis à mon copain Georges, je connais cette voix. Il me dit, t'es sûr? Qu'est-ce que tu racontes? Je connais cette voix, viens, on va s'approcher. Je m'approche de l'orchestre, et qui se reconnaît, celui qui chantait Figaro, c'était Eliezer Goldstein de ma rue des Deux Ponts, de ma maison. Alors, il me voit, il fait partie de l'orchestre, et puis il me dit, tu sais, avec l'orchestre, on va dans les camps, je cherche ma petite sœur Thérèse, qui est aussi une copine à moi, enfin de la maison. Il dit, je sais qu'elle est arrivée, elle a été prise il n'y a pas très longtemps, qu'elle est arrivée, j'essaie de la joindre, enfin... Et puis il m'a dit, bouge pas. Il vient, il m'a donné une boîte de cachous avec du tabac dedans. Vous savez ce que c'était le tabac là-bas? C'était négociable. Hein, parce que des déportés, ils se privaient de manger de soupe pour avoir un peu de tabac, hein, pour fumer. Donc il m'a donné ça toute ma vie, je me souviendrai. Il est décédé, mon copain, il y a 5-6 ans, là, Eliezer est mort. Et donc il m'a donné ça, j'étais à côté, dans un bloc à côté, il y avait des Russes, des Polonais, je sais pas quoi. Bon, j'ai monnayé, donc ils m'ont donné un bout de pain, enfin tout ça. Et donc, on dit, il ne faut pas rester. Et nous, on avait toujours su qu'il faut sortir travailler à l'extérieur pour pouvoir organiser, pour pouvoir trouver quelque chose à manger. Et à un moment donné, mon copain Mendov, il a dit, écoute, il dit, il y a un Scheiß commando de la merde. Et il faut rentrer là-dedans ce coup-là, parce qu'on ne fait pas d'appel, on pue la merde. Donc il n'y a pas d'appel. Et on réussit à rentrer dans ce commando de la merde. Qu'est-ce que faisait ce commando de la merde? On vidait les tinettes de chaque camp. Femmes, hommes, tziganes, tout ça. Donc un jour, on est là, et puis bon, le capol arrive, on se débrouille avec lui, et puis bon, Arbeit, et puis Georges, moi, et puis Bernard, non, Bernard, il sort travailler ailleurs, enfin bon.
on a comme une espèce, comment dirais-je, on tire un réservoir où on vide la merde hein, dedans, par en haut. Et puis cette merde, on l'amenait dans les champs en dehors pour vider, on vidait la merde. Donc on rentre dedans, on arrive dans le camp A. Donc on arrive partout, tout est par terre, dans les bas. On voit partout les juifs hongrois qui passaient au four, là, à cette époque-là, c'est en 44. Hein, je vous explique qu'on est déjà été 44, comme ça, printemps, été, et plein partout. On vide la merde et tout. Le lendemain, on va dans le Zigeunerlager. On arrive dans le camp de Tziganes, tout vide. Je lui dis au Vorarbeiter, enfin le chef qui est avec nous, j'ai dit, vous êtes des Zigeuner. Quand il faisait ça, c'était le four. Quand on parlait on regardait comme ça brûlait. Donc, je peux dire, je suis un des témoins avec Georges de l'extermination des juifs tziganes, des juifs hongrois et des tziganes. Pourquoi? Quand on arrivait dans le camp de tziganes, vous savez que les tziganes étaient parqués en famille. Hein. Alors on a revu des landaux, des gamelles, tout était vide, ils avaient été exterminés dans la nuit. Ils avaient passé même pas 12 heures, ils ont tout exterminé. Le camp de tziganes. Ensuite, les juifs hongrois. Et comme j'avais vu arriver ma petite cousine le 31 juillet 44, on avait vu arriver les petites françaises, les petites juives françaises, dont il y a eu beaucoup d'enfants. Et il y avait ma petite cousine qui était là. Et quand je suis passé dans le camp des femmes pour vider, j'avais rencontré Jeannette Benita, que je connaissais du quartier, là, elle habitait rue du Temple. Elle me dit, il y a Zali qui est là, ta cousine, et toi. Bon, enfin, c'est merdé, comme on se démerdait un peu. On a réussi à passer un petit truc, à manger, enfin, ce qu'on pouvait. Et puis, 2 jours après, je lui dis, où sont les petites Françaises? Il m'a dit, alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, c'était pas du tout ça. Les petites Françaises sont parties travailler dans une usine à l'Union. La plupart des petites qui sont arrivées en juillet 44 ont été sélectionnées pour aller travailler dans une usine à l'Union, dont ma petite cousine. Au départ, ils m'ont dit qu'ils ont été exterminés. Beaucoup d'enfants du 31 juillet ont été exterminés. Beaucoup de transports du 31 juillet. On est là, et puis un jour, il y a l'appel, je sais pas quoi, il y a un grand rassemblement. Là, spécialiste, bon, on le garde à vous. Moi, je m'appelle là, mon numéro 10612. J'arrive, il y avait les SS qui sont là, avec le Oberkapo, enfin, il y a ils sont 6, 7, 8 avec des chiens. Et moi, je passe toujours le premier, on m'appelle. Hein. Le SS Obersturmbannführer Lindner, il me dit comme ça, was bist du? Avec l'accent autrichien, c'est salopard. Un SS, hein, un grand 2 mètres de haut et des chiens. Alors moi, je suis au garde à vous, was bist du? Je lui dis Franzose. Je suis français. Bah, Jude! Je prends un coup de schlag. Bon, l'habitude des coups, hein, ça pleut de tous les côtés. Moi, je suis taureau, hein, je suis un peu têtu. Il me répond comme ça, was bist du? Je dis Franzose. Bah! Wo bist du geboren? Où tu es né? Je dis in Paris, Frankreich. Au moment où je dis Paris, Frankreich, il se tourne vers les autres SS, vers le poste, tout ça. Il dit, qu'est-ce qu'il fait, lui, le juif français, là? Il est né à Paris, qu'est-ce qu'il fait ici, à Auschwitz, à Birkenau, là, camp d'extermination? Wo hast du gearbeitet? Où tu as travaillé? Chez Renault, monsieur. Wachmeister, chez Renault. Was bist du? Schlosser, Mechaniker, mécanicien. Sélection, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Que ce monsieur Lindner, il avait réveillonné au Tyrol à Paris, aux Champs-Élysées. Par la suite, j'ai appris tout ça. Hein. Très peu de temps après. Un peu plus longtemps après. J'ai appris. Donc, mon copain Bendov, il passe chez Citroën. Et nous sommes partis de là dans un autre camp. Alors, je voudrais encore préciser quelque chose sur ce moment-là, parce que... C'est très important, parce que, oui. Aussi là, parce que je suis né à Paris, et que j'étais français, ils ne pouvaient pas comprendre, parce que n'oubliez pas qu'à cette époque-là, Joe Weissblatt arrivait à ce moment-là, des ghettos, tous les lodgers, tous, ils arrivaient à ce moment-là, tous les ghettos étaient... fermés, on les envoyait à Auschwitz, Birkenau pour être exterminés, etc.
Et là, je vous ai expliqué plusieurs fois, chaque déporté a son histoire. Chaque déporté, si on est aujourd'hui vivant, on a eu une chance inouïe. Moi, j'ai passé plusieurs sélections, je vous raconterai après une autre sélection, où grâce, parce que j'étais né à Paris, que j'étais français, ils ne pouvaient pas comprendre qu'est-ce qu'il fait là, ce môme de Paris, le juif, là, qu'est-ce qu'il fait là à Birkenau, quand ils ont affaire Ostjuden. Nous, on était les Westjuden, les juifs de l'Ouest, eux, ils étaient les Ostjuden, les juifs d'Est. Hein. On avait même des rivalités un peu avec eux. Hein. Ils nous appelaient les Kakamama. Ce qui veut dire on fait dans notre froc, quoi. Hein. Bon, ça, c'était dans les autres camps, comme ça, on se démerdait. Heureusement que je parlais le yiddish, heureusement je pouvais me défendre, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'était une rivalité aussi, hein, comme ça. Et la jalousie, bon, et puis s'il fallait pour un travail ou quoi, fallait plus ou moins se débrouiller, hein, surtout pour chercher à manger, mes camarades et moi, si on a survécu, c'est grâce à la solidarité. Si moi j'avais une patate, on divisait en 4. Hein, on était 4 copains, les mousquetaires. Si Georges il a réussi à avoir, comment dirais-je, un rutabaga et puis n'importe quoi, ce qu'il pouvait travailler, ce qu'on trouvait, on partageait. Hein. S'il n'y avait pas de solidarité, je connais pas un seul déporté qui peut dire j'ai survécu 3 ans tout seul. Ça n'existe pas. Même pendant la marche de la mort, j'en pouvais plus, j'avais les pieds en sang, on m'a porté, hein, c'était très très difficile. Hein. Alors là, il y a un moment dans tous ces témoignages qui est crucial et que j'aimerais resituer avec vous, c'est le moment où vous comprenez qu'il y a une chambre à gaz. Ah oui, là on est en plein dans le bain là. Hein. Oui. Là, je vous ai expliqué, j'ai commencé à comprendre déjà à Blechamer. On parlait déjà, Brandmenschen, mais Brandmenschen, il y avait déjà des échos, on parlait déjà d'Auschwitz plus ou moins, mais on savait qu'il y avait Brandmenschen. Et même à Blechamer, il y avait aussi un espèce de petit crématoire. Mais alors, qu'est-ce qui vous traverse au moment où vous comprenez ça? Qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive le soir, je vous expliquais, notre arrivée à Birkenau, on voit ça brûlait en plein, là, 144, ça brûle à tout va, là, hein. Vous vous rendez compte? Quelles sont vos pensées? Est-ce que vous... Alors, nos pensées, je vais vous dire pourquoi. Nos pensées, je vous ai dit qu'on n'est plus des Bleus. Alors, on disait comme ça, pourvu qu'ils ne nous brûlent pas le mardi, parce que le lundi, on avait une double ration de pain. Je vous explique, on travaillait Scheiß Kommando. Hein, comme on était travailleurs, ce qu'on appelait Super Schwerarbeiter, travailleurs un peu de force. Hein, alors, on disait, voilà où on en était à ce moment-là. Et on a vu... quand on est passé dans le camp Tzigane, là, pas le camp, le camp avant le camp de femmes, on a vu, alors j'ai vu des juifs grecs, des juifs de l'île de Rhodes qui venaient d'arriver, tout ça. Alors les gars, ils parlaient français, des intellectuels, des médecins. Les mecs qui sont comme ça, le long d'une baraque, froid, ils commencent à... Je vous ai dit, il fait froid encore. Je dis, d'où vous venez, vous? Il me dit, Salonique, l'autre il me dit, machin, l'île de Rhodes, ils sont noirs, ils sont teintés, qu'est-ce qu'il y a? Je suis docteur, on nous a dit que j'allais rejoindre ma femme et mes gosses. Alors les mecs, ils ont vite compris. Hein. J'ai jamais revu ces gars-là, moi. Je sais pas ce qu'ils sont devenus. Donc je vous dis que je suis un des témoins, c'est malheureux de l'extermination. Et les enfants, les machins, les wagons, les juifs hongrois par milliers, ils n'arrivaient pas. Je crois même que ça brûlait pas assez vite. Ils ont m'exterminé en dehors du camp où nous on vidait la merde. Ils en ont tué sans arrêt. Des millions, des millions, des millions, des millions. Comment? C'est pas pensable. Vous savez, je vous ai dit que je dors très peu, moi. Moi, je dors 4-5 heures par nuit. Bon, heureusement, je fais un peu la sieste. Heureusement, ça me sauve. Mais ma tête travaille depuis que je suis rentré. Je pense à mes parents. Quand je passe rue des Deux Ponts, je vois cette maison, il n'y a plus personne. Comment je peux vivre des fois? Puis je rêve des fois, l'autre fois, il n'y a pas très longtemps, j'ai dit à ma femme, saute par la fenêtre, je voyais la Gestapo. Enfin, c'est des trucs... J'ai oublié de vous dire que ma femme a perdu son père et son frère, qui ont été pris hier, avant, nous sommes le combien? Ils ont été pris le 12 décembre 1941, les notables de la ville, ce qu'on appelait. Et on a pris à peu près 800 à 1000 personnalités juives de Paris, dont mon beau-père qui était commerçant avec mon beau-frère. Eux, ils ont été pris rue Vieille du Temple.
Ils ont été internés d'abord, on les a amenés. Le 12 décembre, nous sommes partis déposer des fleurs à l'école militaire. Il y a une plaque à la mémoire de ces gens. Et ils sont partis de là, on les a amenés à Compiègne. Et mon beau-père et mon beau-frère, ils sont partis, le premier transport de France, le 27 mars 1942, de Compiègne. Le premier transport de France, dont mon beau-père, le père de ma femme et nous. Alors vous voyez que entre ma femme et moi, on est... c'est difficile. Hein. Et vous m'avez restitué tout à l'heure un moment où il y avait vraiment une rixe entre le capot polonais dont vous m'avez parlé, qui était assez cruel, où il y avait vraiment une situation de rixe. Comment ça se termine, cet épisode-là? Cet épisode-là, il me cherche. Parce que vous êtes parti, hein? Oui, mais comme on est à l'appel, je ne suis pas tout seul. Moi, je ne suis pas très grand. Je me mets au 3e rang. Mon pote Ben devant moi, Bernard me cabouffe derrière. Et puis le gars, il passe, il cherche comme ça. Mais il ne peut pas sortir tout le monde, hein, plusieurs fois comme ça. Et quand ils ont frappé Bendov aussi, après lui, il avait vu le Polac, là. Le Polac, il avait dit, si tu me cherches, tu vas me trouver. Hein. Je vous expliquais, on ne se laissait pas faire parce que il fallait des fois, comment dirais-je, résister un petit peu. Hein. On tenait la dragée haute. Hein. On n'était plus des bleus, on était un peu comme des bêtes déjà. On était déjà, rien ne nous faisait peur. Hein. On passait tellement tous les jours devant. Arriver à un stade, arriver à Birkenau et dire qu'on ne brûle pas demain, mais après-demain, parce qu'on va avoir la double ration de pain. Vous voyez dans quelle ambiance vous pouvez être à cette époque-là. Qu'est-ce qu'on cherchait? Uniquement à survivre, à chercher quelque chose à manger, un mégot, n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand vous trouviez un mégot d'un SS qui jetait, si on avait on découpait, c'était négociable, hein. Il bouffait pas, il voulait avoir avec un papier journal, Zakurit, et fumer, hein. Les Russes, tout ça, n'importe qui, hein. Et j'essaie aussi Alors, comment vous réussissez précisément à vous retrouver dans ce fameux Scheiß Kommando, exactement? Comment ça s'est passé? Les gens, ils cherchaient pour le travail. Il y avait le bon Scheiß Kommando et le mauvais. Ce qui veut dire, la première fois, j'étais au mauvais Scheiß Kommando. Qu'est-ce qu'était le Scheiß Kommando? Je vous expliquais qu'on vidait la merde dans les champs. Alors là, vous étiez dans le champ, vous aviez le droit à un mouchoir, il y avait un peu du purin, enfin un peu de tout, et on vidait la merde, hein, comme ça. Donc vous étiez dans la merde comme ça. Tandis que l'autre Scheiß Kommando, où je suis rentré après avec Bendov, on allait dans chaque camp, et on ramassait ce qu'on trouvait. Cigarettes, un machin, un bout de pain, un truc, une boîte, tout dans la merde, hein, tout passait. Même le pain, tout, on balançait tout dans la merde, puisqu'on vidait la merde là-bas, on récupérait tout. Tout. Et puis bon, comme le Vorarbeiter, enfin le capot, c'est pas un capot, c'est un Vorarbeiter qui s'occupait de cette science, il nous connaissait déjà, il nous appelait les Français déjà, qui lui était là, allié de polonais, hein, c'était un juif polonais aussi. Bon, et puis là, on a réussi à rentrer là-dedans, ce qui nous évitait les appels. Ah, ça a évité les appels. Ah oui, le soir, on rentrait. Il y avait l'appel avant de rentrer dans les baraques. Ils voyaient Scheiß Kommando. On puait la merde tellement. Scheiß Kommando. Wesh une baraque. Allez vous laver. Donc on ne faisait pas l'appel. À ce moment-là, on récupérait ce qu'on pouvait récupérer. Hein. Et est-ce que vous avez été malade pendant cette période? Oui. Oh bon, là, tiens, vous m'avez bien fait de m'en parler. Avant de monter avant que je sois blessé, on était dans un commando aussi avec Henri Wolf, là, qui est très malade, d'ailleurs mon ami, qui est très très malade. On a le typhus exanthématique. C'était quand j'ai quitté le camp là avant de monter à Birkenau, quand j'ai quitté le camp, je lui ai dit Kauchil est venu. Oui, on est parti c'était une ancienne bricterie, je crois. Ça s'appelait Folbruck Credit, et là on a le typhus. Ça, c'est quelle époque, ça? Ça, c'était en 43-44. La même à peu près, hein, oui. C'est là que... Mais là, c'est terrible, j'ai oublié de vous dire que, encore une fois, grâce à mes copains, ils m'ont sorti, parce que moi, j'étais mort. On m'appelait le Français, Schmil le Français. On m'a toujours appelé le Français. Hein. Pendant le typhus, le chef du camp, il a eu une lueur d'esprit terrible, le chef là, du camp.
quand les SS sont arrivés, il a dit qu'est-ce que c'est? Il a dit c'est la grippe espagnole. Il n'a pas dit c'est le typhus. Parce que si ça avait été le fusil, il serait rentré au lance-flammes, ils nous auraient tous brûlés. On était 1200 à ce moment-là dans ce commando à Vollbrück-Greditz. Avant de monter à Birkenau, je vous ai dit, je croyais retourner à Blechhammer. Rauchil était venu là, quand il est arrivé. Alors moi, je suis tombé dans les derniers du typhus. Henri Wolf, Bernard Gutermann, Philippe Bachet et puis Bendov. Ils sortaient, ils travaillaient hein, à l'extérieur, ils sont entrés. Là. Évoquez le moment où vous avez été atteint du typhus exanthématique. Oui. D'abord, dans ce commando, nous étions, je crois, 1200. Alors donc, c'était une ancienne briqueterie où nous étions, on travaillait également, on déchargeait des briques. Il y avait des chalands avec des billes. Et puis, le premier jour, il y a une personne qui est arrivée, qui a dit qu'elle a la fièvre, elle n'est pas bien. Donc elle est morte le lendemain. Ensuite, il y en a eu 5, ensuite il y en a eu 15. Ça s'est très très vite étendu. Et là, c'était le typhus exanthématique, ce qui veut dire on dormait, on avait des poux et des punaises. Les punaises tombaient. C'était une ancienne briqueterie avec des planchettes en bois. Et tout ça, donc c'était le typhus par la saleté. Et heureusement, le chef du camp a été très intelligent quand il avait dit aux SS que c'était une grippe espagnole. Il n'avait pas dit, parce que si ça avait été, il avait dit que c'était le typhus, les SS rentraient, ils nous ont passé au lance-flammes, vite fait. Hein. C'était un commando, là, Greditz, Vollbrück, je ne me souviens plus très bien si c'était Greditz ou Vollbrück. C'est peu de temps avant que je monte à Birkenau. Et donc, moi, quand ils sont revenus, mes copains, ils sortaient quand même travailler. Quand ils sont venus, j'avais la couverture sur moi. Et j'étais mort. Il a dit le français, il est mort. Donc ils m'ont, mort pour mort, ils m'ont descendu à la vache baraque, ils m'ont fait prendre une douche glacée. Puisque vous savez que pendant le typhus, on a une fièvre délirante. Et moi, je délirais, je voyais des croissants, du pont latin, croissants, enfin café, tout ça. On m'a raconté tout ça, hein. Moi je ne suis pas au courant. Tout ce que je me souviens, que mon voisin, il s'appelait Erich Wolf, qui était une grande vedette, un Autrichien à Vienne. Et jour et nuit, il me chantait Wien, Wien, no du allein, Monstre dat Majestät. Et j'ai appris cette chanson de Wien, Wien, no du allein. Donc c'était un artiste qui vivait, un juif autrichien, qui est décédé à côté de moi. Et puis mon camarade Henri Wolf, qui a connu également, qui portait le même homonyme. Il m'a expliqué que, bon, ils m'ont sorti, ils m'ont fait prendre une douche glacée. Ensuite, j'avais des avions dans les oreilles. Je voyais un peu blanc, puisque je suis tombé de la fièvre délirante par la faiblesse. Mais enfin bon, ils m'ont aidé beaucoup. Comme je vous expliquais que sans les camarades, on ne peut pas survivre. Ils m'ont aidé, on m'a ravitaillé un petit peu, petit à petit. Et Henri Wolf est tombé malade après moi, je crois. Oui, ensuite. Et puis le camp, peu de temps après, une fois il y a eu près de 1000 morts, je crois, on est resté à peu près 200 survivants. Rauchil est arrivé, le camp était dissous, c'est là qu'on avait dit qu'on retourne en Blechhammer. Henri Wolf est parti dans un autre camp et moi je me suis retrouvé à Birkenau, que je vous ai dit que je suis remonté là-bas, à Birkenau avec Bernard Gutermann, mon camarade Henri Wolf, pas Henri Wolf, Bendov, Tzvi Bendov, voilà. Et est-ce que à Birkenau, au moment où vous êtes dans ce Scheiß Kommando, on manipule beaucoup de germes, est-ce que vous avez été malade aussi à ce moment-là? J'ai pas été malade. Je vous ai expliqué qu'on avait le droit, nous, dès qu'on rentrait après le travail, d'aller se nettoyer. Je peux vous dire que l'eau froide ou l'eau chaude, on se douchait entièrement, on était obligés. Puis on avait un peu des vêtements, un peu de rechange, parce que, bon, heureusement d'ailleurs, parce que, bon, si on avait été malade, je vous expliquerai après pourquoi je l'ai échappé encore belle là-bas. Donc je vous ai expliqué que nous quittons Birkenau. À quel moment? C'est avant la marche de la mort. C'est avant janvier 45. Nous on quitte Birkenau, je crois, en novembre. En novembre, je crois que c'est novembre 45.
44. Novembre 44, pardon. Alors, si vous voulez, on va y venir. Hein. Ça va être effectivement un passage très important. Mais je voudrais qu'on reste encore un moment à Birkenau et qu'on essaye de décrire quelques points importants. D'abord, peut-être de la vie de ce camp, de son organisation, de ce que vous voyez, essayer de faire la carte de ce camp ensemble. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que les Allemands étaient très bien organisés. Vous savez que on n'avait pas de rasoir. Il y avait un espèce de barbier qui vous rasait l'un derrière l'autre comme ça. Un jour, je me souviendrai, on est dans le bloc. On ne sort pas travailler ce jour-là. Je ne sais pas ce qu'il y a. Encore certainement une visite de la Croix-Rouge ou des personnalités, autorités autre que l'autorité allemande, puisque à ce moment-là également, en 1944, ils ont terminé le camp de Theresienstadt, qui a été exterminé, on les a envoyés également de Theresienstadt, ils ont terminé à Birkenau. Je parle du camp de Theresienstadt, qui était le modèle pour le monde entier, où les enfants apprenaient à chanter, à dessiner, et ils avaient même de la monnaie dans ce camp. C'était en Tchécoslovaquie, hein, Theresienstadt. Et donc, c'est toujours en fin 1944, donc on les a vus arriver. Et ce jour-là, on ne travaillait pas. Ah, c'était... Attendez une seconde. C'était avant la révolte du Sonderkommando. Donc, c'était un peu avant la révolte du Sonderkommando. Vous savez ce que c'est que le Sonderkommando, hein? Vous savez que les gars qui travaillaient au Sonderkommando, ils ont fourné les gars dans les fours, et eux-mêmes, 2-3 mois après, ils passaient eux-mêmes dans le four. Il y a très peu de survivants du Sonderkommando. Et de là, donc, je vous explique à Birkenau jusqu'où ils étaient. On se fait raser, il rentre un SS, avec 2 SS rentrent dans le bloc où on rasait. Donc, vous savez, quand il y avait un SS qui passait, on criait Achtung, ce qui veut dire tout le monde garde à vous, Achtung. Alors, ça m'est resté, c'est des trucs qui me restent. Le SS répond au gars là, qui a crié Achtung, qui était un sous-chef de bloc, je ne sais pas quoi. Il dit, il ne faut pas crier quand nous rentrons, parce que tu pourrais faire couper le barbier. Le barbier pourrait couper le déporté en le rasant. Jusqu'où le cynisme des SS, ils allaient dire, attention, il ne faut pas crier Achtung, on pourrait couper. Là, on brûle les gens, on extermine des millions de gens. Et là, il vous dit, attention, faut pas crier Achtung parce que vous pourriez... c'est une anecdote comme ça, je vous donne, comme vous me parliez, s'ils étaient organisés. Naturellement, ils étaient organisés. Puisque je vous dis plusieurs fois, je m'appelle Adonner, je passais en tête par mon numéro. Et par mon nom, j'étais toujours sollicité le premier, même quand on est parti comme en transport, plusieurs fois pour les sélections également. Alors ça, c'est une anecdote qui m'est restée. Achtung, Achtung. Achtung, nein, nicht Achtung. Pas sûr, voilà. Voilà, attention, faut pas crier Achtung, tu pourrais couper le déporté que tu es en train de raser. Pour vous dire le cynisme, jusqu'où ils allaient. On extermine les gens et là, attention, faut pas le couper. Vous mentionnez un épisode qui est très important, c'est oui, celui d'octobre. C'est le cynisme qu'ils avaient. On tuait les gens pour n'importe quoi. Bon, ensuite, j'ai oublié de vous dire qu'à un moment donné, il y a comme une sirène qui est déclarée, et puis c'est ça, et on nous rentre en vitesse. On était encore... il y en a qui sortaient, d'autres qui rentraient du travail, puisqu'il y avait des gens qui sortaient l'après-midi, dans la soirée, ils travaillaient d'autres matins. Ils rentraient, et on nous a rentrés vite fait dans le bloc. C'était à ce moment-là, on a appris qu'il y a eu la révolte du Sonderkommando. Et comment on a su? Parce qu'on nous a rentrés dans les blocs, et on a vu passer des automitrailleuses, enfin des trucs comme ça, des Allemands, des voitures qui allaient vers les crématoires. C'est après qu'on a appris ça. Donc après, vous avez appris qu'en ce mois d'octobre 1944... Il y avait une révolte du Sonderkommando. Et qu'est-ce qui s'était passé? Nous, d'abord, premièrement, vite, ils nous ont rentrés à coups de schlag, vite fait, les capots, tout le monde gueulait. Là, ils rentrent des blocs, on n'a pas pu voir, mais on a eu le temps de voir que des voitures roulaient, des gens, des espèces d'automitrailleuses ou de leurs voitures là qu'ils avaient, les Allemands envoyaient, des soldats armés qui criaient, qui couraient et tout ça. Et par la suite, on a appris ça. Et
on a appris qu'il y avait eu la révolte, qu'ils avaient fait sauter le crématoire. Un crématoire, hein, ils ont réussi quand même. Et ceux qui ont passé justement la poudre pour faire sauter le crématoire, ce sont des femmes qui travaillaient à l'usine de l'Union, ce qu'on appelait. Hein. Donc, les deux camarades, vous allez peut-être avoir une interview de Julia, qui était une des témoins, qui a assisté à la pendaison des 4 copines, les 4 Polonaises qui ont passé la poudre. Comment ils ont torturé les gars. Alors, il y en a qui sont... Les gars, ils en ont arrêté quelques-uns du Sonderkommando. Et ils se sont mis à table en disant que c'est les femmes qui travaillaient à l'Union qui ont réussi à passer la poudre pour faire sauter le crématoire. Qu'est-ce que vous avez pensé quand il y a eu cette révolte, quand vous avez nous, sur le coup, on ne sait pas, on voit ce qui se passe. On a su peu de temps après, on a dit bah, bravo, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, vous savez, après on était encore mieux gardés. Hein. Quand on sortait travailler au Chaise Commando, à la place d'avoir 1 ou 2, on avait déjà 2 ou 3 postes qui nous gardaient. Ah, ils se méfiaient déjà beaucoup plus. Hein. Ce que je voulais dire par là, c'est que, comme vous savez, il y a eu quelques très rares cas d'évasion ou de tentatives d'évasion. Est-ce que vous avez pensé à quelque chose? Nous, à Birkenau, non. À Blechhammer, oui. Moi, j'ai un de mes camarades qui a réussi. Il parlait couramment le polonais. D'ailleurs, il est décédé. Il s'appelait Lévy. C'est le seul camarade qui a réussi à s'évader de Blechhammer par l'intermédiaire des STO français. Hein, il parlait le français, il parlait couramment le polonais. Il était bien, il a réussi à avoir les papiers. Il est revenu, il a réussi à rentrer à Paris. C'était en 1944, quoi. Hein. Et à Birkenau, vous n'avez jamais été en contact avec des déportés qui envisageaient de faire un coup, une révolte ou quelque chose? Il y avait certainement de la résistance, mais nous, non, dans notre coin, non. Je vous rappelle qu'à Birkenau, dans le bloc à côté, pas très loin, il y avait un bloc de Russes, des anciens prisonniers de guerre qui étaient là, entre eux, hein, Russes. Ils avaient plusieurs évasions, donc ils les ont mis dans ce camp, justement, avec nous, un peu plus loin. Hein. Et quand je vous ai expliqué que quand j'ai eu la boîte de tabac, j'étais voir les Russes, que je sais qu'eux, ils se débrouillaient pas mal aussi, ils avaient des... Et quand je lui disais Korit du tabac, ils m'ont dit Stoff, Franzouski, ils nous connaissaient, hein, ils savaient qui on avait affaire. Et je lui dis bon, pain, chleba, du pain, du machin, bon, ils m'ont donné un petit peu à manger, j'ai pu monnayer le tabac que Eliezer m'avait donné. Ça, ils étaient dans le bloc 15, 16, je ne me souviens plus combien ils étaient. Il y avait un bloc de Russes. De non-juifs, hein, je parle, hein. Des anciens prisonniers de guerre qui avaient des évasions, qui étaient là en Strafkommando certainement, hein, en commando disciplinaire, oui. Est-ce que, donc, on peut maintenant évoquer ce que vous aviez commencé à dire à propos du mois de novembre 1944, où vous allez changer de camp? Oui. Alors de là, on part de là. On part en train. Et pourquoi? Comme spécialiste, je vous ai dit que je travaillais chez Renault. Ouvertement qu'on est pas nombreux, mais enfin pas mal. Enfin, je sais pas, moi, peut-être ils ont dû chercher ailleurs dans d'autres baraques, certainement. Bon, on part de là. On ne sait pas très bien, mais on nous dit qu'on rentre en Allemagne. Hein, et on s'est retrouvé à Buchenwald. Bon, on a voyagé, je ne sais pas, 1 jour et demi, 2 jours, mais enfin, c'est des détails, ça ne me souvient plus combien de temps. Vous savez, les voyages, on arrive à Buchenwald, là-bas, Buchenwald, naturellement, les gars, la résistance est là, hein, c'est d'où tu es, toi, c'est là que je m'appelle Adonner-Émile. Je ne m'appelle plus Samuel, je deviens Adonner-Émile, né à Paris. Je rentre au bloc 41, le bloc des Français, donc il y a Dr Rodic, Dr Bernard Néné, il y a un des frères Michelin, le professeur Rousset de la faculté Lyon, des résistants qui sont là. Bon, ils me prennent en main tout de suite, on me donne à manger. Vous voyez, je suis parigot, enfin bon, je suis là. Et le 41 de Buchenwald, peu de temps après, ça n'a pas duré longtemps, on forme un commando avec des spécialistes pour aller travailler, un commando de Buchenwald.
Donc, nous partons dans ce commando, là. Je suis dans le bloc 41, dans le grand camp, hein, je spécifie bien, là. Et on part dans le commando Buchenwald, où nous fabriquons des ailes d'avion, des Focke-Wulf. Alors là, il y a le docteur Odick, qui est un Français, et mon copain Bernard Lenné, qui est là. Alors, je vous ai expliqué que j'ai eu de la chance de ne pas avoir cette maladie à Birkenau, parce que c'était la mort. Vous savez, je vous ai expliqué qu'à Birkenau, on rasait les uns derrière les autres. Arrivé là, dans ce commando, je vous fais la différence. Nous ne sommes pas nombreux, hein. Il y a d'autres qui arrivent de Buchenwald, d'autres un autre commando. Enfin, on est à peu près 450 Häftlinge, enfin des déportés dans ce commando Niederorschel, un commando de Buchenwald. Dès que nous arrivons, le Obersturmbannführer, le SS, nous dit comme ça, aujourd'hui il ne travaillera pas, je fais la traduction de l'allemand, heute nicht arbeiten, et Suppe holen, ce qui veut dire aller chercher la soupe. Toute ma vie, je me souviendrai, on nous donne une soupe au lait avec du riz. Un bout de pain, un bout de margarine, acheter quelle Wurst. Mon copain Georges, Bernard, on se regarde, et qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on arrivait, peu de temps avant, on arrivait de l'extermination. Donc nous sommes là, et puis on est au chaud, on est dans une usine. De l'usine, on va dans nos baraques, c'était un petit camp fermé, et des baraques, on va de l'usine, on marche 200 mètres à travers des barbelés. Et je commence à me gratter et tout. Il y a le docteur Odick qui vient, il me dit, ça va pas, qu'est-ce que tu as là? Et puis Bernard Lenné, le docteur, il vient me voir, il me dit, tu as le Psychosis, ce qu'on appelle le Bartfleck en allemand. Psychosis, c'est la gourme de la barbe. C'est pour ça que je vous ai expliqué, si j'avais eu ça là-bas, à Birkenau, j'allais directement au four, parce que c'est contagieux. Vous savez, parler de malade. Donc Bernard Lenné, il m'a épilé pendant plus de 3 heures, poil par poil, il m'a épilé. Mon copain, le docteur Bernard Lenné, un Français, des gaullistes, des résistants. Et docteur Odick, qu'est-ce qu'on m'a mis? Un peu Prontosil, c'était du rouge, du Prontosil, c'est du mercurochrome un peu. Hein. Bon, on m'a fait, enfin il m'a soigné. Et pour ça, je vous ai expliqué l'épisode que si j'avais eu ça là-bas à Birkenau, j'aurais été exterminé. Donc on est dans ce commando, on est au chaud, on travaille des ailes d'avion. Et Bendov et moi, donc on est dans ce commando 1, 2, 3, donc on est là, le docteur Odick est je peux dire que c'est le patron du commando, parce qu'il soigne aussi bien les déportés que le capot allemand. Le capot allemand, c'est un communiste allemand qui a le numéro 26, vous voyez, qui avait déjà 13 ans de camp, Otto Hermann, un communiste allemand, c'est notre capot, et le sous-capot, c'était Max, aussi un communiste allemand. Enfin bref, on est là, on travaille. Bon, c'est après ce qu'on avait vu là-bas. Ici, c'est je peux dire que c'est pas un sanatorium, mais enfin, on est bien là. On est au chaud et on travaille. On a à manger plus ou moins. Enfin bref, et on fait une installation pour cuire dans le camp. On casse le béton qui donne sous mon lit. Le béton comme ça, où il y avait une espèce de prise électrique. Enfin, on fait une installation pour cuire tout ce que le camp nous donnait à cuire, ce qui veut dire on cuisait pour les camarades russes, polonais, tchèques, juifs, non-juifs, enfin on était mélangés là. On fait une installation en dessous de mon lit. Alors dans les ailes d'avion, vous savez que c'est du duralumin. Donc on prenait 2 barres de fer, 2 barres de duralumin qu'on avait soigneusement arrangées, avec 2 fils électriques, et on cuisait la nuit. Pourquoi la nuit? Puisqu'on faisait sauter le compteur, hein, ça sautait. Parce que là-bas, il y avait, je sais pas moi, peut-être 1000 à 1500 volts. Donc Arthur, notre copain belge, il était là-bas, on cuisait la nuit. On mettait ça dans un espèce de tonneau, 3 minutes après, c'était cuit, hein, on faisait sauter. Donc on a fait toute l'installation pendant des mois comme ça, novembre, décembre, janvier, février, mars, pendant 3-4 mois, on a cuit pour tout le camp.
Et naturellement, on cuisait pour nous, on prenait le tiers, et 2 tiers pour le gars qui ramenait 4 patates, on prenait 1, 2 patates. Bon, les rutabagas, les gars qui travaillaient à l'extérieur. Hein. Tu avais des gars qui sortaient travailler. Et puis on a été dénoncés. Donc les SS sont arrivés directement vers nous. On était dans un coin de cette baraque. On était dans un coin au fond. On avait une table et le docteur Odic venait nous voir. Bernard Lenné, bon, tous les soirs, nous donnait des nouvelles parce que lui, il avait de très bonnes nouvelles. Après le débarquement, Paris était libéré. Enfin, tout ça, ça continuait. Les Américains avançaient puisqu'on était côté américain. Et puis, donc, il nous explique. Et on est dénoncé justement par quelqu'un. On ne sait pas qui nous a dénoncé. Les SS rentrent avec les chiens. Ils vont directement à Schlaftir. Qui c'est qui dort là? C'est moi. Ma paillasse était un peu humide. Raus, sabotage. Et puis, raus met des kartoffeln. Entre-temps, on avait un petit peu de pommes de terre dans un sac. On a accroché sur un clou, on a mis notre veste de déporté dessus. Les chiens, ils n'ont jamais trouvé, personne n'a trouvé, ni les SS. Raus, c'est écrit. Hein. Heureusement, le docteur Odic, qui était le caïd, je peux dire que c'était un patron dans le camp, hein, avec le capot. Alors, le sabotage, vous allez être pendu, vous avez volé, vous avez ci, vous avez ça. Bon, on n'a jamais su... qui nous avait dénoncé, mais on avait un petit doute, on n'était pas sûr. Enfin bon, on a réussi à sortir de là. Toute la nuit, ils nous ont couchés debout, assis. Bon, enfin bref, ça c'est comment dirais-je, des condamnations, on avait l'habitude. Et demain, vous allez à Buchenwald, vous serez pendu à Buchenwald pour sabotage. Enfin bref, docteur Odic arrange l'affaire avec le capot auto. Et fait bon, on rentre dans le bloc, et puis bon, tout s'arrange. Tout ça, c'est au mois de mars. Et le 1er avril, fin mars, oui. Fin mars, on appelle nous, quelques Russes, Ross, parce qu'on avait déjà les cheveux qui avaient poussé un petit peu. Hein, on avait 3-4 mois déjà. Donc, ils nous ont tendus. Et le SS nous fait sortir dehors. Il dit comme ça... Ça me rappelle, hein, en allemand, il nous dit, wenn die Juden américains, les Juifs américains und die Bolschewiken Russen kommen sofort, vous werden alles geschossen. N'importe comment, si les Juifs américains ou les Russes bolcheviques approchent, vous serez tous fusillés, on vous descendra avant. Et dans la nuit, évacuation. 1er avril 1945, l'évacuation. Donc ça, c'était juste au moment où vous aviez cette condamnation à mort, finalement. Oui, ben ça c'est peu de temps après. Et j'ai oublié de vous dire que j'avais reçu des colis de la Croix-Rouge internationale. J'ai reçu 2 colis à mon nom, à Donner-Émile. Colis de la Croix-Rouge internationale. Le docteur Odic recevait des colis tous les mois, Bernard Lenné aussi, par la Croix-Rouge, naturellement. Et moi, j'ai reçu, et Bendov a reçu, enfin, Bendov s'appelait Jutkowski, on a reçu 2 colis. Il y avait une paire de chaussettes, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait, un espèce de truc, je sais pas s'il y avait du tabac, je me souviens pas, enfin, très peu. Ce qu'ils nous ont donné, un colis, hein, tout ça, la direction entre là, le camp de concentration et le camp d'extermination. J'ai fait la différence. Alors là aussi, il y a quelque chose qui me paraît important. Vous êtes passé très rapidement sur un moment qui est important. Vous m'avez dit à un moment, là, je m'appelle plus Samuel, je m'appelle Émile. Oui. À quoi est due cette conversion? À Buchenwald, je me suis appelé Émile. Pourquoi? Comme ça, je sais pas. Schmil, Émile, c'est devenu comme ça, et puis c'est devenu Milo en définitif après. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous êtes toujours identifié à un déporté juif, ou est-ce que on vous assimile dans le camp non, juif quand même. Juif quand même. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement d'identité. Là, à Buchenwald, j'ai mon numéro 95 746 avec un triangle rouge, mais c'était jaune. Là, il y avait, pour ainsi dire, on avait juste ça. N'oubliez pas qu'on est déjà au printemps 45, hein, les Ricains avancent, les Russes ont libéré Auschwitz, et tout ça, il y a le bordel, hein, tout ça. Là, à Buchenwald, mon numéro de Buchenwald, 95 746, je l'ai appris en hongrois, je l'ai appris en russe, tout ça, mes numéros. Hein. Je vous ai expliqué en hollandais, enfin j'ai appris tout ça, quelques langues comme ça,
vite fait. Et je vous explique que j'ai reçu 2 colis. Et bon, c'était tout à fait... je vous explique qu'on avait même les cheveux qui avaient repoussé un petit peu. Et avec le docteur Odic, on avait les nouvelles tous les jours. Et le docteur Odic, tous les jours, mettait un de gars de chez nous en Schonung, ce qui veut dire au repos. Pourquoi? Toute la journée, on se baladait pour voir ce que faisaient les SS. On était organisé, la résistance, là, hein, attention. Hein. Un jour, c'était moi, un jour, c'était Georges, un jour, c'était Arthur. Enfin, vous voyez, on avait 2 copains belges avec nous. Bon, on était organisé avec Dr Odic, tout ça, Bernard Lenné, on était très bien organisé. On s'était même fabriqué des couteaux, puisqu'on travaillait pour ainsi dire plus. Hein, les ailes d'avion, ils n'ont jamais volé. On a fait 200 ailes, ils n'ont jamais volé. Georges et moi, on installait les mitrailleuses, soi-disant les mitrailleuses. Pensez bien que les mitrailleuses qu'on mettait dans les ailes... avec les boulons sciés, etc. Les Russes coupaient les fils électriques dans les ailes. C'était pas très fin de leur part, mais enfin, comme on travaillait en Hochstrasse, c'est ce qu'on appelle premier étage des ailes d'avion, tout ça, des Focke-Wulf. On a fait 200 ailes, ils n'ont jamais volé. Hein. Ni les Reux, ni moi. Au départ, ils s'étaient maquillés. À la fin, ils ont mis ça en vert pour rester par terre, hein, maquillés en vert. On travaillait pour la Große Deutschland. Hein. Et là, vous êtes vraiment dans un contexte, travail de résistance. Enfin, vous êtes avec des résistants. Là, un contexte résistant, là. Hein, comment vous avez été admis dans ce cercle? Par le docteur Odic. Vous le connaissiez pas avant Non, mais quand je suis arrivé à Buchenwald, bon... je sais pas, je me suis appelé... C'est moi qui ai donné le nom d'Émile comme ça. Hein. Je m'appelais Adoner Samuel, bon, Schmil, Émile, Milo, bon, c'est devenu comme ça. Depuis Buchenwald, on m'appelle Milo, quoi, enfin, Émile. Et le docteur Odic, quand vous le côtoyez pour la première fois, qu'est-ce que vous lui dites? Est-ce que vous avez un échange sur qui vous êtes? Le docteur Odic, pas tellement. Bernard Lenné, j'étais plus ami avec lui, puisque je parlais avec Bernard Lenné, vous savez que je vous ai dit que j'étais amateur de jazz, et lui, il fumait la pipe. Et quand nous recevions la distribution de tabac de Buchenwald, on recevait du tabac, du mchork, je sais pas quoi. Comme il fumait la pipe, Bernard, nous on donnait la ration de feu, on faisait cadeau, quoi. Hein, et quand il venait le soir avant d'aller au lit, enfin avant de me coucher, moi je parlais de mon quartier. De quoi je parlais? D'ici, moi. Hein, je parlais de la rue Charlemagne, Galidi, la rue des Deux Ponts, mon école, tout ça. Je racontais ma vie au docteur Bernard Lenné. Et je lui ai dit, si on s'entend, Bernard, alors il m'a dit, comme j'étais amateur de jazz, parce que je vous expliquerai la fin, ce qui s'est passé avec lui. Et bon, on parlait de mon quartier, lui c'est un gars du 16e, hein, boulevard Lannes, docteur, il était psychiatre, je sais pas, enfin c'était une famille, l'aîné qui est très connu, le frère directeur de travaux publics, boulevard Lannes, ils habitaient, enfin vous voyez, il n'y a rien à voir avec le Titi de Paris, hein, il était là, je lui parlais de Galidi, mon quartier, la rue des Rosiers, la rue des Deux Ponts, il ne comprenait pas, je lui ai tout fait visiter après la guerre, hein, c'est formidable. Et donc on parlait, je vous ai dit que j'en ai reçu 2 colis, ensuite le 1er avril, donc on est rasé. Il pleuvait, je me souviens, il pleuvait, et on prend la route, qu'on appelle de l'autre côté. Alors j'ai retrouvé un écrit d'un jeune déporté, un juif hongrois qui était avec moi, qui est décédé très peu de temps après la guerre. Il raconte notre marche de la mort de ce côté-là. Donc le 1er avril, on marche à marche forcée avec les SS, hein, et puis le Oberscharführer, il nous en voulait, je ne sais pas pourquoi, subitement il est devenu michigué, il est devenu fou. Hein. Et on marche, Le 4 avril 1945, moi j'ai les pieds en sang, puisqu'on marchait en marche forcée, là, j'en pouvais plus, j'ai les sabots, et on est arrêté dans une espèce de grange, et puis on voit le docteur Odic, Bernard Lenné, on a dit ça y est, je lui ai dit, nous on ne reprend plus la route, hein, c'est fini. Alors il m'a écrit au fait, j'ai dit on va se cacher, donc notre commando, les 450 là, les gars sont continués, enfin nous on est restés 3, plus 3 Russes également, ils ont réussi à se sauver avec nous, et on est restés cachés dans une grange. Le 4 avril, ça s'appelle Sommerda, le village. Et donc on reste enfoui dans la grange, le lendemain matin des coups de plainte, et on crie, des hurlements, nous on reste planqués, la colonne reprend la marche, la colonne.
enfin notre commando, avec d'autres commandos qui arrivaient de Mulhouse, de partout. Tous les gars étaient évacués, tous les commandos. Hein. Où ils allaient? Ils allaient vers le centre. La dernière fois, ils sont partis de l'est vers l'ouest, et nous, on allait de l'ouest vers l'est. On marchait. Donc, on reste caché là, et peut-être vers 9-10 heures le matin, à coup de fourche, on nous sort de cette baraque. On a été donné, soi-disant, par un gars, qui est un ouvrier, je ne sais pas qui c'était. Ils ont donné. Et donc, ils nous sortent de là. Donc, il y a Bernard, il y a Georges, moi, Nikolai, enfin 2-3 Russes qui étaient avec nous, on nous sort de là. Et le Volkssturm, c'est là, hein, c'est des Volkssturm, c'est la garde civile, armée. Il y a des très jeunes et puis des très vieux qui nous disent Abschiss, fusillé. Le maire du village, là, ce merdage, je ne sais pas, il dit pas ici, en dehors de la ville, vous les fusillerez en dehors de la ville. Donc on nous met sur une espèce de plateau, une voiture qui marchait quand même. On se met derrière, les Russes comprennent très vite, on est gardé par 4 Volkssturm, et dans un virage, on dit aux Russes, Zose. Ils ont compris, on saute. On allait le fusiller pour fusiller. Georges, lui et moi, on saute. C'est déjà, il pleut, il fait gris, il fait très mauvais temps, les gars, ils tirent, enfin, bon, nous, qu'est-ce qu'on fait? On se plante tout de suite sur la route. Sur le bas-côté de la route, il y a des genres de ruisseaux, comme ça, on se cache dedans. Et puis bon, les gars, ils tirent, ils continuent, enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont tiré. Bon, on attend, on se cache vers le soir, la tombée de la nuit, vers 10-11 heures le soir. On marche, où on va? On remonte vers le front, on remonte vers l'ouest. Et à 11 heures moins le quart, peut-être, je me souviendrai toujours, enfin, je vous expliquais pourquoi. Donc, il y a un vieux Volkssturm avec un vieux fusil à un vélo. Il m'éclaire dans la figure, il me regarde. Donc j'avais déjà 1, 2, 3, 4, on avait déjà 5 jours de barbe. Hein. Il me regarde, j'étais à moitié, mon pantalon rayé, on avait une veste plus ou moins avec une couverture, qu'on s'était mis comme ça. Il me regarde, il me dit Italiano, je lui dis une française. Il me prend pour un Italien. J'ai pas de cheveux, mais j'ai un espèce de truc sur la tête. Pas un truc rayé, un truc, je pense que j'avais trouvé, un bonnet, enfin, ou je me souviens plus très bien. Et il dit, Kein, comme vous aimez, das ist Kriegsgefangene Franzose. Venez avec moi, il y a des prisonniers de guerre français, là. Et qu'est-ce qu'il fait, cet homme? Il a eu de la chance, parce qu'on l'a retué, hein, je vous ai expliqué, on s'était fabriqué des couteaux, on avait tout ce qu'il fallait. Hein. Et il dit, comme vous aimez, donc il nous a amenés à peut-être 800 mètres. Lui, avec son vélo, nous, on l'encadre tout de suite, on l'entoure. Il fait nuit, hein. Lui, sa lampe électrique bidon, là. Et puis, on arrive devant des baraques qui sont là, un commando de prisonniers de guerre français. Il tape à la porte. Il y a un gars qui ouvre la porte. Il nous voit. Alors, on lui dit, tu reconnais? Il dit, oui. Il pousse le vieux, là. Il pousse dehors, et puis lui, nous rentre dedans. Et puis, il nous reconnaît tout de suite. Il dit, on est des déportés. Mais vous êtes français, d'où tu viens, toi? Alors donc c'est mon parrain, là, Dédé Chauveau. Dédé Chauveau, le Normand, celui qui fait les petits paquets de bière, le beurre de vire. C'est lui qui était là. Il y a un charcutier, Jeannot, et puis un autre. Ils comprennent très vite la situation, ils virent le type dehors, on rentre dedans, on brûle nos affaires, hein, de bagnards déportés, et on s'habille en Kriegsgefangene. Et ils nous donnent des costumes KG dans le dos, donc on est KG, Kriegsgefangene. Et il nous a prisonnier de guerre. Hein. Voilà, KG en Deutsch, Kriegsgefangene, et nous habille comme ça. Bernard, Georges et moi, tous les trois, ils nous habillent, ils nous amènent un peu vers le fond de la baraque. Il y avait à côté une espèce d'infirmerie, ils nous mettent là, des bon, vous allez manger, ils nous donnent à manger. Ces premières cigarettes, commencent à tourner, ils me donnent, ils ont à manger, c'est des agriculteurs. Et puis là, on est là. Donc ça, c'est le 4, entre le 4 et 5 avril dans la nuit. Et on reste là, et puis les gars, ils vont au boulot. Tous les jours, ils viennent, ils disent, oh là là, on voit des gars de chez vous, là, on les tire comme des lapins dans les champs, et puis il y en a d'autres qui ont été fusillés. C'est le gars. Nous, on est toujours là. Et le 11 avril au matin, on regarde, et puis il dit, oh, il y a une drôle de mec qui marche le long de la route, et puis il y a une bagnole. Nous, on se met à courir. Restez là, ils nous appelaient les mouflets. Restez là, les mouflets, restez là. On s'est mis à courir. C'était la Patton, commando de Patton, et la bagnole, c'était quoi? Les jeeps. On n'avait jamais vu des jeeps.
Alors le mec il dit, hey, drôle de bagnole, on s'est mis à courir. Et puis là, on a été libérés le 11 avril 1945, c'était notre libération. Il était 9h, 10h du matin, et à 11h, Buchenwald était libéré. On n'était pas très loin de Buchenwald, hein, puisque... Et notre commando est arrivé à Buchenwald, et quelques heures après, ils étaient libérés. Docteur Roddick, Bernard Lenné, etc., et des malades, et tous les gars de mon commando. Hein. Et il y en a eu 16 qui ont été pris, fusillés. Donc, ils croyaient qu'on était les 3 Français, qui nous appelaient les Français, qu'on était dans ces 3 fusillés. Le docteur Roddick, Bernard Lenné aussi, parce qu'on a dit, il y en a 16 qui ont été fusillés, il y a les 3 Français. Il demandait tout de suite, Émile, Georges, tout ça. Il m'a dit, ils ont été fusillés. Il croyait, il ne savait pas. Donc, on est libéré. Il y a, c'est bizarre, il y a un Français qui est un commandant qui arrive, qui était détaché dans l'armée américaine. Et la première question qu'il nous demande, ce qu'il nous a posé comme question, est-ce que vous avez entendu parler d'Auschwitz ? Alors on lui dit oui, on lui fait voir le numéro du bras. Hein. Il dit, ben nous on était à Auschwitz il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois de ça. Alors j'ai dit, pourquoi vous posez cette question, mon commandant? Il m'a dit, parce que sa belle-sœur ou quoi, elle devait être juive ou quoi, elle avait été déportée à Auschwitz. Bon, ensuite c'est la fête, naturellement. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? On a commencé à bouffer, c'est ce qu'ils nous ont donné tellement. On se goinfrait tellement... Jusqu'à aujourd'hui, je suis malade des intestins, c'est pas pour rien, hein, puisqu'on a commencé à manger ce qu'il fallait pas, naturellement. Puis on a bu de la gnôle, parce que les gars, ils ont trouvé comment dirais-je, un wagon de gnôle, je sais pas quoi, bon, enfin bref. Et on n'est pas rentré tout de suite. Le commandant dit, je vous rapatrie. Il dit, non, on est rentré avec nos parrains, quoi, Dédé Chauveau, Julien, et puis l'autre... Et donc nous avons été libérés le 11 avril et le 1er mai, le 30 avril dans la nuit, nous sommes arrivés à la gare de l'Est, en train. Il y avait 4 déportés, 4 déportés, le reste c'était que des prisonniers de guerre. Alors naturellement, l'ambulance et l'infirmière, l'ambulance, il y avait un docteur dans l'ambulance, on était 3-4 copains là. L'autre, Philippe, il est venu nous rejoindre, oui. On était 4. Et je lui ai demandé de passer par l'île Saint-Louis, l'ambulance, et il est passé par l'île Saint-Louis. Je me suis arrêté devant la maison, j'ai embrassé la maison. J'ai regardé la maison, je pensais à mes parents, mes frères et sœurs, à toute la maison, à tous mes camarades qui avaient disparu. Et de là, on nous a amenés à Lutetia. Arrivé à Lutetia, la première femme que je vois, c'est une copine à moi d'enfance, qui était à Fat, qui était dans l'armée. Et je lui dis... Cécile, il y a quelqu'un, mais il n'y a plus personne chez toi. Tu es au courant? J'ai dit, tout ce que je peux te donner de nouvelles de ton petit frère Robert, il est vivant. Il me dit, comment tu sais? J'y parle docteur. Le docteur en avait parlé, comme quoi il y avait des Français qui avaient été libérés, dont Robert Clary. Son nom, c'est Widerman, qui est aujourd'hui une grande vedette américaine. On a été arrêtés ensemble, déportés ensemble. Hein, Donc Robert, c'était un petit frère de cette dame ou... Oui, c'était son petit frère. Elle était soldate. Elle avait réussi, avec sa sœur, ils avaient réussi la résistance et tout. Et Robert avait été pris avec ses parents le même jour que moi, le 23 septembre 1945. Il est resté avec ses parents, déporté avec ses parents, comme nous, hein, comme moi. Enfin. Et vous saviez qu'il avait survécu? Oui, parce que, vous savez, quand on a été libérés, on avait des nouvelles, parce que il y avait des médecins qui passaient, des docteurs, que je vous dis, on est resté du 11 avril jusqu'à... Et je me souviendrai toujours, je ne sais pas si c'était le 13 ou le 14 avril, j'ai vu les Américains, les soldats en pleurs, tout ça, les Noirs, puisque c'était l'armée de Patton, qui pleurait beaucoup. C'était Roosevelt qui était décédé. Maintenant, je me souviens à peu près de la date. C'était entre... Nous avons été libérés le 11. Je crois le 13 ou le 14 avril 1945, Roosevelt est décédé. Il pleurait, les soldats. Hein. Bon, alors avec les soldats, on a été chercher quelques bons Allemands. Hein, on a été chercher quelques bons Allemands, ich bin kein Nazi. Tous les bons Allemands n'étaient pas nazis. On a retrouvé nos camarades qui avaient été fusillés. On a fait creuser une grande tombe sur la place devant un grand hêtre ou un chêne sur la place de Sommerda et on a mis nos camarades fusillés, dont on avait 2 bons copains à nous, Brodfeld, un Belge, et Gondard, un Belge. 2 Belges qui avaient été pris et fusillés aussi. Et voilà mon histoire, je reviens là, et puis je reviens chez moi rue des Deux Ponts, un bon Français, un bon
un ingénieur français, j'arrive avec mes copains, je sonne. Il y a les scellés sur la porte dans l'immeuble chez nous, rue de Pont. Hein. Il y a les scellés, il y a encore une mezouza. Je sonne, il y a un brave type qui m'ouvre. Monsieur, j'y suis le fils Adener, je viens récupérer l'appartement. Vous êtes chez moi ici. Il m'a dit, comment monsieur, vous vous rendez compte? Bendov, on ne discute pas, il dit, on va le passer par la fenêtre. On a tué plus que ça. Oh le gars, oui mais monsieur, la mairie, j'ai dit, comment la mairie? Qu'est-ce que ça veut dire la mairie? Vous savez, c'est un immeuble ici, il n'y a que des juifs, toutes les familles juives ont été prises ici. Tenez, venez voir, il y a des scellés. Non seulement vous avez enlevé les scellés, mais en plus de ça, vous avez des mezuzahs partout dans les immeubles, dans les pièces. Il me dit, monsieur, mais alors, Bendov, mon copain, il est terrible, lui, hein, il me dit, on ne discute pas. J'ai dit, écoutez, monsieur, si demain, les clés ne sont pas là, je viens avec quelques camarades et puis je vais récupérer l'appartement. Ici, je suis chez moi. Moi, je sais que mes parents ont été brûlés, frères et sœurs. Et puis, alors, le type, il m'a dit, oui, monsieur, écoutez, d'accord, bon, je vais partir, mais je m'arrangerai avec votre père parce que j'ai mis des frais d'électricité, des conneries, des machins. Bon, j'ai récupéré l'appartement comme ça. Ma sœur, bon, après, mon neveu et nièce, ils sont venus, bon, voilà. Et après, peu de temps après, combien de temps après? Peut-être 2 mois après, tuberculeux, bon, on me passe une radio, je suis fiévreux, je suis pas bien, on passe une radio, monsieur. Caverne, 3 ans de sanatorium, et après une rechute, 2 ans, pneumontarrhée. Donc j'ai appris des activités, 45, j'ai appris pas avant 1950-51, donc j'ai repris des activités comme représentant, je ne pouvais pas rester enfermé, hein. Donc je voyageais. Donc, en fait... Excusez-moi. Oui. Il faut qu'on change de... On change de... Donc vous passez à l'hôtel Lutetia et vous allez directement au lieu de votre ancien domicile, hein, c'est Oui, ça? 10-12 rue des Deux Ponts, oui. Et comment vous reprenez possession des lieux? Est-ce que d'abord vos parents étaient locataires là, n'est-ce pas? Tout le monde est locataire. Voilà. Tout le monde était locataire, il n'y avait pas de propriétaire là. On était locataire, un loyer très très bas. Hein. C'était un loyer, c'était... je vous ai expliqué, c'était des familles nombreuses. Bon, Madame Alphen elle prenait un loyer dérisoire, c'était dérisoire. Hein. Et donc à ce moment, l'homme qui vous ouvre la porte, vous dites on va revenir demain. Et qu'est-ce que vous m'avez pas dit la suite? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben, je lui ai dit si demain vous allez laisser les clés, si demain vous n'êtes pas là, je reviendrai avec plusieurs camarades et puis on liquidera cette affaire. Et comme mon copain il n'arrêtait pas de crier discute pas, on va le passer par la fenêtre. Et il n'était pas fou, hein, l'ingénieur, soi-disant ingénieur. Hein. Alors j'ai bien aimé quand il me dit c'est la mairie qui m'a donné. Comment la mairie a pu vous donner ça? Comment vous pouvez? Il y a des scellés partout, tout l'immeuble a été pris, spolié et tout, et vous osez dire que la mairie vous a donné cet appartement? Peut-être vous avez du piston pour entrer dans une maison juive. Tout l'immeuble ici habitait que des juifs. On est 3 survivants de tout cet immeuble. Et d'après vous, il savait quoi de ce qui était arrivé à tout ce monde? Bah, il croyait qu'on ne reviendrait pas. Il y en a beaucoup, hein, comme ça. Bon, c'est tellement, parce que quand j'ai dit je suis le fils Adener, il est resté un peu, il nageait un peu. J'ai dit, mais ici, c'est chez moi, là. Et quand il m'a dit je m'arrangerai avec votre père, j'ai mis des frais, etc., j'ai dit c'est ça, attendez que mon père revienne, vous arrangerez avec mon père. Bon, il est parti. Bon, il a sorti, je sais pas ce qu'il y avait, il n'avait pas tellement de meubles dedans, puisque il a dû rentrer quelques temps avant. Et bon, et puis là, récupérer l'appartement, là. Et puis moi, j'ai reçu des spoliations. On m'a donné un lit, une chaise pliante, une table pliante. Vous voyez, la bonté, on m'avait donné ça. Et puis bon, mon copain Bendov habitait avec moi, et Bernard, bon, on a habité là-dedans. Et puis après, Bendov est parti, il a rejoint la Palestine à ce moment-là, en 1945. Moi, je vous ai dit, lui, il est parti en Palestine, moi, je me suis retrouvé en sanatorium, tuberculeux. Et Bernard Gutermann est parti peu de temps après, il a immigré, il avait de la famille aux États-Unis. Bon... Là, ça fait un petit moment. Bendov, on s'est appelé encore hier. On s'appelle tous les 2 jours, hein, pour ainsi dire. Parce que quand je suis tombé malade là, il a cru que j'étais décédé parce qu'il n'entendait pas ma voix.
C'est ma femme qui parlait. Alors elle a dit, Milo, enfin bon, Milo est malade. Il me dit, mais pourquoi il ne me parle pas? Donc il appelait tous les jours, on me cache quelque chose. Il voulait venir, paralysé, il croyait que j'étais mort ici, là. Et après, quand j'ai pu l'appeler, j'ai dit, non, non, ça va, genre, toi t'as la tête dure, moi aussi, hein, on est encore des survivants, lui à moitié paralysé, hein, le pauvre. Il est venu tous les ans, il vient ici. Hein. Je l'amène chez lui, là. Je l'amène, il habitait rue à côté du Balageau, rue de Charonne, pas loin, chez Bousca. Alors, lui aussi, toute sa famille pris, déporté, ses parents, tout ça. Et quand il est rentré de déportation, il est parti là-bas parce qu'il avait un oncle qui était en Palestine, un oncle, un frère à sa maman, je crois, qui était parti avant-guerre en Palestine. Donc il a dit, j'ai personne, moi je m'en vais là-bas, je vais rejoindre mon oncle, parce qu'il avait des nouvelles, hein, il avait eu des nouvelles par son oncle. Alors vous n'aviez plus personne non plus? J'avais plus personne, non mais j'ai pas eu le temps de réfléchir, je me suis retrouvé en sanatorium. Et est-ce que vous aviez eu des contacts avec, vous m'avez parlé de cette figure qu'est Madame Alphen pour cet immeuble? Oui, mais je vais vous dire pourquoi j'ai revu Madame Alphen, parce que dans notre maison, quelle année c'était? Il y a 13, je crois, c'est une des premières plaques qui a été mise à Paris. Je me souviens très bien, puisqu'on a fermé l'île Saint-Louis, les voitures et tout, et c'était le préfet Haas qui avait donné l'autorisation, la première plaque qui a été mise chez nous devant la maison. Ici habitaient 112 habitants, dont 40 petits-enfants exterminés par les Allemands. C'est la seule plaque où il n'y a pas écrit les nazis. Je vous fais remarquer, par les Allemands. Elle a réussi à faire remarquer, elle a dit, les nazis c'était des Allemands. Il y avait des nazis français aussi, mais ceux qui sont venus prendre les familles ici, donc 112 à la mémoire des 112 habitants, dont 40 petits-enfants déportés dans les camps allemands. Cette plaque existe toujours, malgré que c'est vendu par appartement, que les Américains achètent, les Hollandais, tout ça, parce que c'est vendu par appartement. Madame Alphen, quand elle est décédée, tous ses biens a fait une donation à la CASIP. Vous savez, centre israélite, tout ça. Et moi, jusqu'à très longtemps, j'ai lutté parce que cette maison de la mer, qui habite à Hermanville, je passe souvent là-bas, puisque je vais souvent à Deauville, Trouville. Et cette maison de la mer, qui n'existe plus naturellement, moi ça m'est resté très bien. Parce que quand j'avais discuté avec Madame Alphen, je lui ai dit, Madame Alphen, mais la maison de la mer, elle a dit, je ne veux pas de dommages de guerre, je veux qu'on reconstruise la maison de la mer pour les enfants. Ça n'a jamais été reconstruit. Entre-temps, elle est décédée. Donc moi j'ai donné la photo de Colville, j'ai donné au musée de Ouistreham, parce que à côté de Ouistreham, il y a Colville. Vous avez Ouistreham, Rivabella, Colville, Hermanville, etc., Beach, enfin tout ça. Et la photo de la maison de la mer, je l'ai donnée au musée de débarquement à Ouistreham. Mais dites-moi alors, en 1945, qui est propriétaire de l'immeuble? Madame Alphen. Et c'est donc avec elle que vous arrangez le fait de pouvoir revenir? Vous payez un loyer, je vous donnais 5 000 francs par mois. Enfin, c'était un loyer de comment dirais-je, très bon marché, c'est un HLM, quoi, vous voyez, un HLM, mais de l'eau courante, des toilettes personnelles, ça m'est resté, hein, mes parents aussi. La question qui est liée à tout ça aussi, c'est tous ces gens que vous retrouvez à Paris, dans ce Paris qui a été libéré il y a à peu près une année, enfin un peu moins d'un an, qu'est-ce que vous leur dites de ce que vous avez vécu? Je témoigne beaucoup. Là, en ce moment, non, parce qu'il ne veut pas, mon docteur, que je témoigne parce que ça me fait trop de mal. Je dors peu déjà, alors quand je témoigne, c'est difficile. Vous savez que là, j'ai eu du mal, ma femme ne voulait pas. Mon docteur, s'il sait que je suis là, il ne voudra pas. Hein. Ah, il ne veut pas, mon cardiologue. Hein. Ça m'a fait trop de mal. Hein. Et qu'est-ce que je leur dis? Je témoigne, mais moi-même, des fois, je pense, comment on a fait, comment j'ai fait pour survivre? Comment j'ai fait par le froid, par la faim. Moi-même, des fois, je me pose des questions. Quand je réfléchis comment on a exterminé mes parents, mes frères et sœurs, et que mon frère, j'ai oublié de vous dire que mon frère, il est parti de Blair-Hamer, mon frère. La longue marche de la mort. Lui, il a été tué. Il a été tué, c'est mon copain Mimile qui m'a dit ça, ton frère marchait derrière.
Il a été tué avec le copain Henri Feigenbaum, le fils du cordonnier de la rue des Rosiers. Ils étaient copains tous les deux, depuis l'école. Donc il a été tué pendant la marche de la mort, en janvier 1945, il a été tué, peu de temps avant Gross-Rosen. Ça, c'est des camarades qui m'ont expliqué. Ils ont marché de Blechhammer, ils ont marché de 18 jours, hein, de Blechhammer, ils sont arrivés, le seul repos c'était à Gross-Rosen, il y avait déjà 800 morts par le froid, la faim, la famine, etc. Et de mon côté, quand nous avons fait la marche de la mort de l'autre côté, quand nous sommes évadés, il y a aussi le petit qui a écrit là, ses mémoires, c'est ce petit juif tchèque, il a écrit ça en allemand. Je viens de retrouver les documents. Son père, c'était le grand rabbin de Bratislava. Donc lui, il a été pris, son père et sa mère à part. Ils étaient otages des Allemands. Donc, si vous voulez, les Juifs tchèques ont payé beaucoup d'argent pour le libérer. Et à la fin, ils l'ont quand même déporté à Auschwitz, c'est mort. Et lui, il est parti d'Auschwitz, il est venu avec moi, enfin, il nous a voulu rejoindre à Buchenwald. C'est pour ça qu'il est vivant. Et il a écrit en allemand et il a écrit en anglais parce qu'il n'a pas voulu retourner à Bratislava. Il est parti à Londres, il avait un cousin ou un oncle là-bas. Donc il a écrit ses mémoires. Il a écrit, ça s'appelle en anglais Yellow Star, l'étoile jaune. Et en allemand, qui a été traduit, qu'on m'a remis en français, il parle de nos marches. Et dans ses mémoires, il parle qu'à un moment donné, il y a quelques Français sont évadés. Il nous parle de nous... Et lui est arrivé à Buchenwald, il a été libéré à Buchenwald le lendemain avec Dr Rodick, etc. Et alors, tout ça, à qui vous le racontez? Et quand vous le racontez? En 1945, est-ce que vous en parlez de tout ça? Non. Pourquoi? Personne ne veut nous croire. Vous savez, en 1945, je me rappelle quand on était à l'UTCA, quand on sortait de l'UTCA, les gens, monsieur... Vous n'avez pas vu la photo, mon fils, vous n'avez pas vu ma femme, vous n'avez pas vu mon père, monsieur. Alors, bon, regardez, bon. À part quelques-uns des camarades de ma maison, je sais ce qu'ils sont devenus, mais les autres, bon, il y en a le frère à Prosper Harousse, la sœur à Prosper Harousse, j'ai jamais vu, je lui ai jamais dit comment j'ai vu son frère partir avec l'œdème, il avait, Prosper, un copain de ma maison aussi, des Algérois, hein. Toute la famille Harousse exterminée. La maman, qui était marchande de 4 saisons ici au marché Saint-Paul, avant-guerre. Prosper Harousse, lui, il était télégraphiste au PTT, vous savez. Des gars français depuis des Algérois, quoi. Incroyable, ben oui. Alors, il est parti avec nous. Les Diamants, qui était sa sœur, c'était ma petite chérie. Bon, vous savez bien les histoires de jeunes, 14, 17 ans. Bon, sa sœur Ninette, Madame Marousse, tout ça. Tout le monde de ma maison, des familles entières exterminées. Famille Zelichevski, non seulement ils ont été exterminés, mais le fils était mort en 40 à la guerre, en 39-40. Jacques. Des familles Smiliansky, famille, oh là là, Viorek. Il y a Viorek, qui c'est qui reste? Denise, qui est morte, et Paulette, qui vient de mourir. Il y avait 2 sœurs qui sont restées vivantes. C'est sur la maison, sur les 112 sur personnes... les 112 habitants déportés, on est 3 survivants. Nous étions 1, 2, 3, 4, on était 4, et il y en a une qui est décédée en Amérique, René Binder. Bon, il y a Robert Clary qui vit aux États-Unis. Il y a Mimine, il y a moi et Malka Steinberg, mais Malka Steinberg a été prise pas pendant notre... Elle a été prise beaucoup après, en 1944. Donc sur les 112, il y en a combien qui sont revenus effectivement en 1945? Combien étaient vivants? 4. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes 3. Ensuite, au fil du temps, quand est-ce que vous avez commencé à raconter ça? Est-ce que c'est dans la sphère familiale? Est-ce que c'est ailleurs, etc. Je vais vous dire, tous les ans, nous célébrons la journée de la déportation, et tous les ans, à ma maison, je rappelle le nom et les prénoms des familles déportées, dont mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Et mes enfants ont toujours assisté là, et mes petits-enfants aujourd'hui.
mes petites filles. Et tous les ans, je rappelle les noms. Et ça, pardon, ça vous le faites depuis quand? Oh là là, Madame Alphen a mis la plaque ça doit faire plus de 30 ans. La plaque, 5 ans. Oh, la plaque, elle a une cinquantaine d'années, la plaque. Si je vous explique, c'était la première plaque qui a été mise en 50 ou 52 ou 54, enfin, dans ces environs, entre 50 et 55, cette plaque a été mise. C'est peu après votre maladie. Ouais. Parce que j'ai assisté, je vous explique, il y avait beaucoup de monde. C'était la première plaque, et c'est une des plaques, d'ailleurs, vous pouvez regarder, si vous y passez rue du Pont, vous verrez, qui est écrit par les Allemands, il n'y a pas écrit les nazis, parce qu'en général, maintenant, on dit parce que les juifs, enfin tout ça. J'ai des problèmes à cause de ça, parce qu'il y a beaucoup d'associations, on me dit, pourquoi il n'y a pas marqué juif? Écoutez, les enfants, je dis, écoutez, vous connaissez, dans Paris, là, il y a écrit Fondation Alphen, ils l'ont enlevé maintenant, ça a été vendu. J'ai oublié de vous expliquer que... donc Madame Alphen est décédée, c'est la CASIP qui a récupéré, et comme ils ne percevaient pas de loyer, ça revient à trop de frais et tout ça, ils ont vendu à une société immobilière. Et alors, une question pour en revenir au fait de raconter. Vous avez 2 filles, hein, oui. C'est ça? Qu'est-ce que vous leur avez dit? À quel moment vous leur avez parlé? Est-ce qu'elles vous ont posé des questions? Mes filles sont au courant beaucoup. Il y a 2-3 questions, pas tellement. Mais comme elles sont, depuis leur plus jeune âge, elles sont... Parce que je médite beaucoup, moi. Hein. Enfin, bon, en ce moment, j'ai ralenti à cause du docteur, mais depuis très très longtemps, je médite beaucoup. Hein. Dans les organisations, je ne vais pas à Auschwitz parce que ça, je ne pourrais pas, comme je leur dis à mes copains, bon, je suis sollicité, je dis, je peux pas aller à Auschwitz. Moi, s'ils m'ont amené d'Auschwitz, je serais dans un brancard, je ferais une nouvelle crise cardiaque. Hein. Je peux pas, j'ai fait l'aller-retour, hein. C'est assez suffisant. Bon, moi, je témoigne beaucoup dans les lycées. Là, les professeurs, quand ils ont appris que j'étais malade, je vais témoigner en novembre, et lycée Henri IV, et lycée Laure, bon, les élèves, tout ça. Et même ma petite fille, à l'école de ma petite fille, je ne vais pas, c'est les petites classes, je ne peux pas, mais comme, comment dirais-je, ma petite fille, elle dit, mon papy, alors elle a dit, ton papy peut témoigner, j'étais une fois, bon, alors c'est les gosses, vous avez 11-12 ans, c'est ton papy, papy. Alors ce qui intéresse les enfants, vous savez ce qui les intéresse, c'est ça, le numéro, hein, c'est ça qui les intéresse. Bon, quand je vais témoigner, bon, je leur parle, moi, juif français ou français juif, comme vous voulez. Je viens pas ici comme résistant, moi. Hein. Résistant, mon beau-frère a été résistant, il a été fusillé. Bon, je vous ai dit, j'avais ma sœur aînée qui était mariée, hein, qui n'habitait plus chez nous. Hein. Bon, et elle est morte, ma sœur aînée est morte, c'est la 11e année qu'elle est morte. Hein. Quand elle m'a vu arriver aussi, bon, elle est tombée dans les pommes. Hein. Elle aussi, elle a eu de la chance. Une amie à elle qui était gardienne rue des Bernardins, en face de l'église Saint-Bernardin, là, elle l'a cachée. Hein. Et quand ils sont venus chercher, mon beau-frère avait été arrêté. Quand ils sont venus la chercher, la gardienne, elle a dit, il n'y a personne ici, m'a fait, je n'avais pas là. Hein. Elle est partie il y a longtemps, ils ne sont pas montés, heureusement. Sinon, elle était prise aussi. C'était, comment vous dire, terrible. Et le témoignage audiovisuel, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire maintenant, à quel moment vous l'avez fait, ça? Dans votre vie, ça intervient quand? Ben, j'étais déjà... j'ai mon copain Abramovitch qui a fait ça il y a longtemps. J'étais un des premiers à témoigner comme ça. Et ensuite, bon, il y avait Institut Yale. Il y a les Américains. Il y en a une qui est venue à la maison aussi, une Américaine. Et ensuite, j'ai fait 2 films également sur ma maison et le quartier, sur Arte, la 5. Hein. Il y en a une, c'est la Communale au cœur, ça s'appelle la Communale au cœur, on parle de mon école et de ma maison. Et ensuite, j'ai de la famille au Canada, donc j'étais également, il y avait reportage canadien, ma cousine de Calgary a appelé, elle a dit, on a vu Milo dans la nuit, il est passé, mon cousin Milo. Bon, plusieurs témoignages, bon, Spielberg, tout ça, bon, ça, Yale, Spielberg... bon, j'ai témoigné,
Bah, l'autre fois aussi, là, chez, comment il s'appelle? Serge Moati. Serge Moati. Parce que je le vois toujours avec ses mains, hein, Serge. Il a dit de pompe, tu connais. Ah, bon, c'est... Mais, bon. Monsieur Adonner, Oui. au fond, une des questions qui se pose là aussi, c'est quel est le sens que vous assignez au témoignage, là, dans votre Alors, vie? le sens des témoignages, je le dis, je le répète. Vous savez, il y a un livre qui est paru, il sera au CDJC également. Nous sommes 10 témoins déportés, qui a été écrit par Jean-Pierre Allali, dont je suis là. Et la fin, il m'a dit, mais... Et là, j'étais pris également à l'Union, tout ça. Il m'a dit, mais Milo, qu'est-ce que tu as dit à la fin? J'ai dit, mais c'est ma revanche, ça. Hein. C'est notre revanche. On a voulu nous exterminer. Moi, j'ai mes filles. Je vois, mon aînée est avocate, la deuxième est huissier de... Vous voyez, bon. Et mes petites filles, j'ai 2 petites filles, 2 adorables petites filles. Alors, moi, c'est ma revanche, mais... Quand je vois, je dis à tous, c'est notre revanche. On voulait nous exterminer. J'ai perdu toute ma famille déjà. J'ai perdu assez de ma famille. Vous comprenez? C'est ma revanche, là, de voir mes petites filles comme ça, papy, qui me prennent la main. Vous vous rendez compte? C'est notre revanche, les déportés. On voulait nous exterminer. Ils ont exterminé toute ma famille. Je parle même plus de la Pologne, puisque mes grands-parents, mes oncles, le premier qui a été fusillé, qu'on lui a mis une balle de la tête, c'est un oncle à moi. À Varsovie, dans le ghetto, ils l'ont rasé la barbe, il a craché sur le SS, on lui a mis une balle dans la tête. J'ai su par qui. C'est mon cousin du Canada qui, lui, a fait une enquête terrible. Il est décédé, mon cousin Frankie. Et il a été à Varsovie, il a fait des enquêtes terribles sur notre famille. Et vous vous rendez compte qu'il a retrouvé mon arrière-grand-père ou le cimetière de Varsovie, le vieux cimetière de Varsovie, les Allemands n'ont pas touché. Il a retrouvé des Jakubowicz, il a retrouvé des Adonner. Vous vous rendez compte, dans le vieux cimetière, mon arrière-grand-père qui était le grand rabbin. Vous vous rendez compte? Alors c'est lui. Et puis mon oncle, mon cousin Frankie, toute sa vie, il était traumatisé de cette histoire, de ce qui s'est passé ici. Il vit à Montréal, vous vous rendez compte? Et l'autre, la famille, ils vivent à Calgary, du côté de ma femme. Enfin, vous voyez, ils sont mélangés. Alors c'est terrible ça. Alors moi je dis, c'est ma revanche. Quand je vois là des enfants, je dis, voyez tous ces enfants. Aujourd'hui on allume Hanouka, je vois tous ces gosses, je suis content moi. Je vous rendez compte, moi ça me rappelle des souvenirs de môme, du foyer. On allumait aussi Hanouka. Avec Lou Kadar, avec Lily Simon qui est décédée, tout ça. Mais c'était extraordinaire. Au moins, moi j'ai eu une jeunesse, je vous l'ai dit, que jamais... Vous pouvez vous imaginer la jeunesse qu'on a eue. Malgré qu'on était des enfants d'ouvriers, d'artisans, mais on se contentait de peu. On allait au cinéma, on resquillait, quoi. Billet, on rentrait à 10, 12, il y en a un qui avait un billet, bon, tout le monde l'a fait, ça. Mais on était honnêtes. Et puis nos parents, c'était... Je vous ai expliqué que mon père, il était tellement droit, tellement honnête... Jamais quelque chose, rien du tout. Jamais. On a dit, faut ça, on aurait dit, faut te jeter à la Seine, il se serait jeté à la Seine. Je ne connaissais pas, tu vois, toujours ensemble, la famille, tout le temps, il a toujours dit, allez Sésame, tarbeten. On travaillera, on a l'habitude de travailler, on sera tous ensemble, tout le monde ensemble. Le pauvre, on a vu crier, là, Shema Israël, le pauvre. On les a exterminés avec tous les gens de ma maison, des familles entières. Quand je rappelle, je pleure, je repleure. Tous mes copains, Maurice Jelichevski, son père, sa sœur, sa tante, son frère mort à la guerre. Et il y a le Cornblut, Marcel Cornblut, pareil, sa sœur, sa mère aussi. Des résistants, Salomon Schwimmer, ses parents, ses frères et sœurs, lui il a réussi, il s'est tiré, il a réussi, ils l'ont attrapé au Vercors, il s'est fait massacrer au Vercors. Et tous mes camarades d'école, là, les 3 frères en gros fusillés, Chapiro, commandant Chapiro, tout ça c'est des anciens de l'école, des copains à Bulavko aussi, Chapiro. Vous vous rendez compte? Mon beau-frère. Maurice Friedlander, il est au cimetière d'Ivry, là. Il n'est pas loin de la bande à Manoukian, là.
vous rendez compte? Incroyable. Toute ma maison. Alors bon, alors là, il y a la plaque. Bon, j'ai été voir là-bas, j'ai dit, vous ne touchez pas à la plaque. Il dit, non, 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 monsieur, on ne touche pas à la plaque. Pas touché à la plaque. C'est la première plaque qui a été mise à Paris. Ensuite, l'autre plaque qui a été mise à l'école, pareil. Et puis la plaque que nous avons mise à la mémoire de Joseph Migneret, notre directeur d'école. Je raconte dans mes mémoires que quand j'ai fait l'éloge de Migneret, il y avait 250 personnes, le 2 octobre 1942, il y avait 4 élèves. Migneret a pleuré, il a fermé l'école et il a commencé à faire des faux papiers pour les familles, ses anciens élèves. Il y a des témoignages, puisqu'il est dans l'allée des Justes. J'ai planté l'arbre avec Dr Lazare. On a planté l'arbre au Yad Vashem, à la mémoire de Joseph Migneret, notre maître et directeur d'école. Il a fait des terribles. Comment il avait... Je l'ai revu, moi, après la guerre, Migneret. J'ai été le voir. Il était encore à l'école, enfin, il était presque à la retraite. Il m'a demandé après mon frère Salomon. Là, il y a un mot qui est aussi très important dans votre vie, c'est le mot que vous avez prononcé, c'est militer. Vous mentionnez Henri Bulavko, qui a joué un rôle aussi important dans l'animation. Avant-guerre, oui. Mais alors, justement, après le camp, comment et à quel moment, pourquoi vous êtes mis à militer dans les associations? Après la guerre, je vous ai dit que je suis resté très longtemps malade. Hein. Et ensuite, il y a eu Avec Henri, il y a eu des associations qui sont formées, des amicales. Bon, alors on a formé des amicales. Bon, moi je faisais partie de l'amicale Bleramer. Henri était l'amicale de Yavojno et d'Auschwitz. Et puis, bon, il y avait tout ça. On aimait bien se retrouver entre nous, entre les camarades, hein, avec les femmes. Et puis, bon, maintenant, donc dernièrement, comme il y en a très peu de survivants, on a fait l'union des déportés d'Auschwitz, dont Henri est le président et moi je suis le vice-président. Et Henri, il m'a connu tout le monde, Henri. Hein. On a connu ses parents, son père, sa mère. Avec mes parents, ils étaient très liés, ils se connaissaient. Dites-moi, pourquoi le militantisme associatif a été important? Qu'est-ce qui manquait que l'association... Premièrement, au départ, personne ne voulait croire. Vous ne pouviez pas arriver en disant, voilà, l'inimaginable, c'est tout. Et puis, vous savez, il y avait un peu de jalousie. Moi, je me suis vu arriver à Belleville, des fois, elle me dit, lui, il est rentré, c'est un capot. Sur moi, pas sur moi, ou pour Henri, ou pour... Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui avaient perdu tellement leurs parents, et vous commencez à dire, ouais, vous savez, à Auschwitz, Moltke-Prenne, ouais, ça va, ouais, vous racontez. Personne ne voulait croire. Qui c'est qui voulait nous croire en rentrant? Personne. Henri, il a écrit, je crois, un livre dans les débuts. Mais personne ne voulait croire. Personne ne voulait croire. Personne. Et puis on était un peu muets. On a dit, et puis on se trouvait un peu fautif. Moi, pourquoi je suis rentré? Moi, pourquoi mon frère n'est pas revenu? Hein, qui était vivant jusqu'en 1945. On se sentait un peu fautif nous-mêmes. Pourquoi moi? Pourquoi Maurice Jelichevski? Pourquoi pas Albert? Pourquoi pas Yitzhak? Pourquoi mes camarades sont tous morts? Pourquoi moi? Est-ce que je dis dans mes mémoires, est-ce que mon père m'a béni? Je ne sais pas. Peut-être que mon père m'a béni, je ne sais rien. Je suis revenu pour témoigner, je ne sais pas. J'en sais rien. Et puis je vous le dis, moi, c'est ma revanche, là. Moi, tout ça. Vous savez, mon copain, il a 19 petits-enfants, Bendov. Vous vous rendez compte? Paralysé et tout, et diabétique et tout. Et puis là, quand ils font la fête des cabanes, il me dit, j'ai tous mes petits-enfants, il a déjà des arrière-petits-enfants. Il m'a dit, mais je suis paralysé. Il dit, mais je vois mes petits-enfants. Il dit, je peux crever, je m'en fous, il s'en fout, hein, vous savez, pas à ça près, hein. Moi, je l'engueule. Quand il était très mal, je suis parti là-bas, vite fait. Je l'ai sorti de l'hôpital. Hein. Puis lui aussi. S'il sait que je suis mal, il vient tout de suite. Malgré qu'il est paralysé. Il arrive en petite roulotte. À l'aéroport, je vais le chercher, il est dans des petites voitures. Vous vous rendez compte? Et une autre question que je voulais envisager avec vous, ça sera l'avant-dernière, je vous le dis. C'est
Il y a eu quelques dates clés dans l'histoire du débat sur ce qui vous était arrivé. Oui. Vous savez, bon, il y a eu les grands procès, il y a eu Nuremberg d'abord, mais il y a eu d'autres procès en France, comme vous le savez. Il y a eu le procès Barbie, il y a eu Papon, Touvier Oui, mais tout et ça, les autres. j'étais là. Il y a eu aussi des documents audiovisuels, il y a eu une série Holocauste qui a beaucoup fait parler, il y a eu Shoah de Lanzmann et il y a eu beaucoup d'autres choses comme ça. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans tout ça? Qu'est-ce qui, pour vous, a remué Ça a le déclenché, moi j'ai beaucoup milité avec Klarsfeld depuis le début. Mon ami Henri Pudlot, qui est décédé, avec Julien Aubard, c'est mes deux copains. D'ailleurs, on les voit tous les deux en bagnard, attachés en Allemagne, tout ça. Ensuite, moi, on me voit avec Henri Pudlot. Quand nous sommes partis en Allemagne avec tous les jeunes, tout ça, quand Beat était en prison. Enfin bref, je milite depuis très longtemps avec Klarsfeld. Et ce qui a déclenché beaucoup, c'est son livre. Son livre de Klarsfeld, Mémoire. Et puis, vous savez, c'est Serge qui m'a dit que toi, on est venu vous chercher spécialement. Oberstemann Rodke, il est venu spécialement rue des Deux Ponts nous chercher pour une vengeance. Vous vous rendez compte? Donc Serge, il sait. Et puis bon, et puis après, mais je vous dis, en Israël, on fait Shoah. Et puis après, on a rencontré des survivants du monde entier. J'ai rencontré un qui était avec nous, un Tchèque, qui m'a rappelé qu'on avait coupé la tête d'un chien. Tiens, j'ai oublié de vous dire, pour bouffer. Enfin, j'ai oublié, enfin, il y a beaucoup de choses. C'est lui qui nous a rappelé, le Tchèque. Il dit, vous avez coupé la tête d'un berger allemand, vous aviez tué dans la nuit. J'ai dit, ouais, on lui avait coupé la tête, on crevait de faim, là. Dans ce petit camp, justement, tiens, à Niederorschel. Et on a donné à tout le monde, je peux vous dire que la tête de chien, c'est du chewing-gum. Bon, c'est lui qui nous a rappelé ça, le Tchèque. C'est incroyable. Et en plus de ça, il vit à Boston, on est en relation, et ses deux fils, c'était les conseillers de Carter. Vous voyez aussi, un ingénieur, un type formidable. Bon, on est en relation. Bon, maintenant, il est plus âgé que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai 80. Lui, Hervé, il doit avoir 88, 89. Il n'est pas bien non plus. Bon, on était dans les plus jeunes. J'avais 17 ans, 16, 17 ans. Vous vous rendez compte? Maintenant, tous les déportés, prenez Henri. Il n'est pas d'aujourd'hui, Henri. Donc c'est le militantisme autour du travail de Serge Klarsfeld qui vous a beaucoup... Oui, et puis nos camarades, quoi. Enfin, on a commencé des voyages en Israël et avec la Bouna Molovitz, le professeur Wellers, tout ça, on militait beaucoup ensemble depuis le début avec Sturze, enfin tous les gars. Malheureusement, Marcel Jablot est décédé. Tous mes camarades, il y a très 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 longtemps, j'étais témoin 2 fois contre Le Pen. Alors, les procès, justement, vous m'avez dit... Les procès, j'étais 2 fois témoin. Le fameux crématoire du Rafour au crématoire, et puis l'autre, comment il s'appelait le deuxième? Enfin, c'était l'affaire du détail, l'autre. L'affaire de détail, c'est ça. Bon, j'étais témoin. Bon, et puis des réponses, des informations, tout ça, tout ce qui comporte la Shoah, c'est c'est imprégné, c'est dans nous déjà, c'est viscéral, comment dirais-je. Comment je peux parler de la Shoah sans parler de mes parents, mes frères et sœurs exterminés? Sur 8 personnes, je suis tout seul, mon frère fusillé. Toute ma maison disparue, en fumée. Vous vous rendez compte que ce que ça représente? Plus je vieillis, ça me travaille. Je vous ai dit que je dors très peu la nuit. L'autre jour, il fait froid. Ma femme dit, comment vous avez fait pour... Mais je sais pas, moi, je sais pas comment on a fait. C'est inimaginable, impensable. 42, 43, 43, 44, 44, 45. 3 hivers rudes, difficiles. Le plus dur pour moi, c'était 42, 43, la bataille de Stalingrad. C'était cet hiver, d'ailleurs ils ont perdu la guerre à cause de ça, les Allemands, en Russie là-bas. Et l'hiver 44-45. L'autre, je me souviens plus très bien. Vraiment, 3 hivers, c'est difficile, vous savez, des déportés de 42, vous n'en avez pas beaucoup. Henri Wolf, vous l'aurez. S'il peut venir, j'espère qu'il pourra témoigner, Henri. Mon copain Henri. Peut-être mon ultime question concerne tout ce qu'on a fait aujourd'hui.
Oui. Et j'aimerais savoir si, aujourd'hui, et quand vous témoignez en général, Oui. s'il y a quelque chose de lacunaire, si pour vous il y a quelque chose qui est difficile à dire, s'il y a des choses que vous ne dites pas, que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas dire. Moi, quelque chose qui est très difficile pour moi, c'est l'extermination, là, je vous ai expliqué, là, à Birkenau. Ça m'est très difficile. Je ne peux pas vous expliquer tout, mais de voir déjà tous ces vêtements, tout par terre comme ça, les gens qui, 1 heure avant, ils sont vivants, 2 heures après, ils sont brûlés, gazés. Vous vous rendez compte? Vous savez combien de temps ça a duré? Il a dit, on est parti de Paris, de Drancy, arrivé jusqu'à Cosel, et mes parents, tout ça, mais ça a duré 3 jours et demi. On les a amenés de Paris pour être exterminés là-bas à Auschwitz-Birkenau, pour être brûlés. Non mais vous vous rendez compte, vous pensez à ça? Moi j'y pense, moi, jour et nuit. Je dis comment? En 3 jours, 4 jours, de la vie, il passe à trépas, comme ça. Brûlé, comment brûlé? Gazé, exterminé. Et ce qu'on a appelé, ma mère, elle avait peut-être une dent en or, on l'aura peut-être arraché en plus. Vous vous rendez compte ce que ça représente? Hein? C'est... Plus je réfléchis, plus c'est difficile. C'est difficile. Alors je vous explique, ma revanche, c'est mes enfants, mes petits-enfants, les arrière-petits-enfants, tout ça. Là, on voulait nous exterminer. Bon, famille Adener, je suis un garçon, bon, j'ai des filles, des petits gars, voilà. Vous vous rendez compte? Mais vous avez des familles entières chez nous dans la maison, il n'y a pas de survivants. La famille Zelichevski, il n'y a personne. La famille Viorek, il n'y a personne. S'il reste un Viorek, je crois. Je ne sais plus, Bernard, je crois qu'il reste, ou Sander. C'est inimaginable. Des familles entières, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de familles. Vous vous rendez compte comme ça qui est passé? Je ne parle même pas de ma famille de Pologne que je n'ai pas connue, c'est mes grands-parents. Mais les oncles, des tantes, des cousins, des familles entières, tout ça, vous vous rendez compte? Puis mon cousin Franck qui est décédé, c'est dommage, parce que lui, il avait des documents, et ma tante est morte aussi, alors il n'y a plus personne non plus au Canada. Ma tante est venue du Canada en 1937 à Paris, à l'exposition. C'est moi qui l'ai guidée. Quand elle a vu l'hôtel de Londres, elle s'est trouvée mal. Quand elle a vu où on habitait rue des Rosiers. Ah, c'est aussi ça. Je vous remercie infiniment. Si vous n'avez rien à ajouter, d'avoir Quelle heure est-il, eu ce courage aujourd'hui. Ouais, ça m'est difficile, mais enfin, il faut le faire. Il y a 15 jours, 3 semaines, j'aurais pas pu. J'étais au Val-de-Grâce. Il y a 1 mois. Il est 2h moins 10.